Les gars, aujourd'hui est un grand jour. Moi, j'attendais cet épisode depuis des mois. On parlait de tourner cet épisode pendant les vacances d'été. Au final, on n'est plus trop en été, mais on y est. On est en train de tourner ce podcast. Je vais introduire nos invités qui nous font l'honneur d'être là. Mais avant ça, je vais quand même demander, Pierre, comment vas-tu et est-ce que tu es content de recevoir nos invités qui viennent tout droit de l'Hexagone pour cette Bien fois. évidemment, première fois qu'on sort de nos frontières et qu'on a le plaisir de recevoir des gens, plutôt le plaisir d'accueillir des gens qui ont fait le déplacement. Donc déjà, Merci beaucoup à eux. Et non, comme d'habitude, toujours content d'être là et j'ai hâte qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet. Ouais, première invitée, Lorraine Biava, la française la plus belge de l'histoire. Je pense qu'on peut la qualifier comme ça. Rédactrice et même auteure, on peut le dire, puisque tu as sorti ton premier livre nommé L'Épistolaire. Que vous soyez fan ou pas de Green, moi perso, je vous recommande justement d'aller lire ce bouquin, parce que je pense que soit vous serez plus fan de Green, soit vous commencerez à le devenir. Lorraine, comment vas-tu ? Est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots ? Ça va très bien. Déjà, j'adore cette introduction. La française la plus belge de l'histoire. J'adore. Tu m'as mis dans le bain tout de suite. Écoute, ça va très bien. Je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Me présenter, c'est la question à laquelle j'arrive jamais à répondre. Ok. Mais je dirais que il m'arrive d'écrire quelques petits trucs sur la musique de temps en temps. Ok. À ses côtés, on a Nicolas Rogès. Il sort plus de livres que Jul ne sort d'albums. En quelques mots, il est journaliste culturel, musical et auteur, toujours autour du rap. La thématique qui nous rassemble justement aujourd'hui. Nicolas, est-ce que toi aussi tu vas bien ? Et comme Lorraine, évidemment, je te laisse un peu te présenter. Écoute, je vais super bien, très content d'être là, très content d'être avec vous, très content d'être avec Lorraine. Plaisir partagé. Moment qu'on voulait faire quelque chose. Je suis hyper content d'être là et d'être en Belgique, d'être avec Lorraine, d'être avec vous, donc ça va être bien. Entrons dans le vif du sujet, je pense que vous serez d'accord avec moi. Pour être rédacteur et aussi écrire justement sur des sorties comme le fait notre Pierre National qui est juste en face de moi, comme moi j'ai fait aussi à ma sombre époque, il faut déjà être passionné de musique, mais pour écrire des livres, je pense que ça doit être vraiment une passion fois 1000. C'est quoi vos premiers souvenirs liés au rap ? Je commence par toi, Lorraine. Je pense que moi, le premier vraiment, c'est la section. Okay. La section d'assaut. Parce que moi j'ai un peu grandi avec ça et c'est vraiment le groupe qui m'a ouvert au rap et avec lequel j'ai compris un peu toute cette culture et où j'ai commencé à m'intéresser vraiment. Moi je suis beaucoup plus jeune, beaucoup plus vieux, pardon. La juste révélateur. Ça y est, je commence à raconter n'importe quoi. Je suis beaucoup plus vieux que Lorraine, donc mes premiers souvenirs liés au rap, c'est des souvenirs qui sont liés à ma sœur qui me faisait écouter ce qui passait à la radio, donc 50 Cent, Nelly, principalement du rap américain. C'est grâce à ça que je suis rentré dans la musique. Et comment vous êtes justement venu à écrire sur ce sujet ? Vous avez commencé par des articles peut-être ? Ouais, moi, en fait, si tu veux, je pense que je me suis vite rendu compte que je savais pas danser, pas rapper, pas chanter. Donc, j'avais pas forcément de talent artistique dans ces domaines-là, mais j'adorais écrire. Et j'ai commencé par écrire tout simplement des articles sur un blog que j'avais créé avec un pote, et c'est parti de là. Et tu dis que tu savais pas danser, pas rapper, t'as quand même essayé ou pas du tout ? Je pense que comme beaucoup de gens qui sont fans de rap, j'ai essayé d'écrire des textes. Et je me rappelle, j'avais un petit micro lié à mon ordi, j'ai posé 30 secondes et je me suis dit ok, tu laisses ça tout de suite et tu fais juste que écrire des articles, ça sera très bien. Ok, t'as direct commencé à écrire des articles sur le rap ? Ouais, juste j'ai commencé par écrire sur le rap français en premier. En fait, je pense que je me suis dit que si je pouvais faire découvrir des choses à mon tout petit niveau à une ou deux personnes, j'aurais gagné, parce que la musique c'était tellement important pour moi que je trouvais ça important de la partager. Donc l'envie est née de ça et après ça s'est enchaîné sur d'autres choses. Et est-ce que tu te souviens du titre du premier article que tu as écrit ? Je me souviens pas du titre, mais je me souviens de l'artiste. C'est un rappeur qui s'appelle Fisto, qui est je crois plus actif maintenant, mais qui avait eu un gros buzz à l'époque sur Skyrock. Il y avait un son, merde, je sais plus comment ça s'appelle. Je pense que si quelqu'un tape Fisto sur YouTube, il va retrouver tout de suite. Et c'est quelle année ça plus ou moins ? Je suis né en 91, j'ai commencé à écrire à 16-17 ans, donc c'était 2006-2007, voilà, quelque chose comme ça. Et après, cet artiste avait sorti d'autres albums qui m'avaient beaucoup plu, donc j'avais écrit là-dessus, parce que c'était la première chose qui me venait à l'esprit. Ok, toi Lorraine, c'est plus récent justement, peut-être cette mise à l'écriture ? Ça dépend, parce que moi j'ai toujours beaucoup écrit, par contre je n'ai pas commencé par écrire sur la musique, j'écrivais sur le sport moi avant. J'ai fait des études dans le sport et en fait j'étais plutôt orientée journalisme sportif sur la fin de mes études. Et du coup, j'ai beaucoup écrit sur le sport avant et j'en ai profité en fait pendant que j'étais en stage dans le journalisme sportif pour me dire ce que t'aimes le plus, c'est la musique, donc essaye d'écrire sur la musique et c'est venu comme ça. Et c'est quoi qui vous fait plaisir dans l'écriture ? C'est vraiment quel aspect de la pratique ? Moi, j'adore assembler les mots. Ouais, c'est pas le rendu final qui vous intéresse en premier plan, quoi. Non,
Moi, non. C'est pas le rendu final, mais c'est vraiment l'exercice de l'écriture. Pendant que j'écris, c'est de trouver le bon mot au bon endroit. J'aime beaucoup revenir sur mes textes pour essayer de voir où et comment je pourrais m'améliorer. Mais c'est de manière tout à fait naturelle. Et après, le rendu final, je sais qu'il est final quand tous les mots sont à leur place. Ok. Nicolas, je pense qu'il y a deux choses. Il y a ce que j'écris des romans à côté, donc pour moi ça n'a rien à voir avec le côté musical. Quand j'écris des romans, ce que je recherche, c'est de sortir complètement de moi et d'avoir l'impression que l'histoire elle s'écrit tout seul. C'est un truc un peu magique et j'arrive pas à le décrire, mais c'est quelque chose que je recherche vraiment à chaque fois que je fais ça. Et pour la musique, je pense que c'est plus le côté recherche, interview, dénicher des infos qui n'ont pas forcément été faites, le reportage de terrain, etc. Et plus que l'écriture en elle-même, je pense. Et comment t'en viens de passer à article à livre? Parce que bon, il y a un fossé entre écrire, je vais dire, quelques pages et puis en écrire 300, parce que souvent tes livres ils tournent autour de cette fourchette-là. Ils sont un peu trop longs, je suis d'accord avec toi. Non, ils sont pas trop longs. Non, je sais bien, je te taquine exprès. Non, je pense qu'il y a un moment, je crois mon premier livre sort en 2018, je crois. Ouais. C'était sur la soul. Move on Up. Ouais, c'est ça, c'était sur la soul. Et en fait, je pense que depuis que je suis tout petit, un de mes rêves, c'était d'écrire des livres. Ouais. Mais je savais qu'il fallait que j'atteigne un certain niveau d'expérience et d'aisance avant de me lancer là-dedans. Et je voyais que je tournais un peu en rond au niveau des articles que je pouvais faire, etc. Et je me suis dit, mon prochain challenge, ce sera de voir si je peux tenir la longueur sur un livre. Et du coup, je me suis lancé là-dedans, peut-être par ennui ou par challenge, tout simplement. Ok. Le Rennes, toi, c'est beaucoup plus récent. Et je crois que ça part d'un article de base, épistolaire. Donc, à la base, c'est un article que tu as voulu transformer. Ouais, c'est ça. En fait, à la base, c'était pas du tout prévu que ça finisse en livre. C'est un rêve aussi que j'ai toujours eu depuis petite. J'ai toujours voulu écrire des bouquins, quels qu'ils soient, tu vois, un roman ou autre chose. Et en fait, c'est parti d'un article. J'ai fait un article sur Green et j'ai beaucoup aimé ce qu'il en est ressorti. J'ai vu aussi les répercussions de l'article. J'ai vu qu'il tournait bien, que ça plaisait aux gens, l'écriture était particulière. Et j'ai voulu aller plus loin dans l'idée. Et en effet, ça en a fait un livre. Mais à la base, c'était pas du tout réfléchi. Ok, et le fait d'aller le distribuer comme ça en main propre à Green, ça c'est aussi un truc qui s'est fait en dernière minute? Non, ça c'était la base de tout. Je sais pas pourquoi je m'étais mise dans la tête que je voulais lui offrir. À la base, il devait pas être vendu. Ah oui, ok. Je sais pas, un geste de générosité, j'en sais rien. Mais à la base, c'est vraiment le truc. Je me suis dit, Green a son Olympia le 28 avril. Il faut que je sois dans les temps et que j'arrive à lui remettre quelque chose. Mais j'ai l'impression que tu étais dans le rush de fou parce que ton article, il est sorti quoi? L'article est sorti le 27 février exactement. Ouais, donc tu as eu 2 mois. Une semaine après, j'ai eu l'idée en me disant il faut que je fasse un truc. Et on a mis 1 mois pour faire la maquette parce qu'il fallait après, je m'étais laissé 1 ou 2 semaines, tu vois, pour l'imprimeure, que tout soit imprimé, que tout soit bon. Donc ouais, c'était vraiment très timé. Ok. Et moi, j'ai une question et je pense qu'on va avoir des réponses différentes en fonction de Nicolas ou Lorraine. Ça vous prend combien de temps d'écrire un livre? C'est une super bonne question. Je pense peut-être 2 ans à temps plein, en tout cas de mon côté. Ça dépend après du format, ça dépend de combien de temps tu fais tes recherches. C'est quoi que tu appelles à temps plein? C'est 8 heures par jour? Ouais, voilà, c'est du 35 heures si tu veux. Voilà. Ok. Donc 2 ans. Ouais, je pense. En tout cas, sur Kendrick, ça m'a mis, je pense, plus de 2 ans à temps plein. Le dernier sur Boulogne, peut-être un petit peu moins. Sur la Soul, pareil. Mon roman, je l'ai fait par contre en 3-4 mois, même pas. Mais non, ouais, c'est à peu près ça, je dirais. Ok, et toi, Lorraine, du coup, ça a... Ouais, c'est un peu incomparable parce que c'est pas du tout les mêmes formats. Oui, j'allais dire, toi, c'est beaucoup plus. Déjà, il y a beaucoup de graphismes, etc. dedans. Puis on est sur un plus petit format, on est en dessous des 100 pages. On est sur un 78 pages. Ouais, alors que Nicolas, c'est des 300, 350 pages. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est vrai que je pense que c'est pas du tout pareil. Mais ce que fait Lorraine, c'est trop bien parce que du coup, tu réussis à mêler l'écrit et l'image. Et ça, c'est vraiment l'objectif ultime, je pense. Tu vois, c'est-à-dire que tu es d'autant plus immergé en tout cas dans les récits. Et moi, je trouve que c'est trop bien. Et de faire ça, en plus en indépendant, c'est un truc de fou. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce type de projet. Mais j'ai l'impression aussi que ça se rapproche peut-être plus du format magazine que du format livre aussi. Et que c'est quelque chose aussi qui manquait peut-être un peu aussi à la mouvance rap ces dernières années. Et du coup, maintenant, ça se fait de plus en plus. Est-ce que toi, tu avais aussi un peu peut-être cette volonté-là de te dire, il y a un truc qui manque, il y a quelque chose qui manque, et pourquoi pas essayer de le faire à ma petite échelle, quoi. C'est super drôle parce que les questions que vous me posez, c'est des trucs qui j'ai même pas réfléchi à ça. Comme je te dis, en fait, c'est un truc qui était hyper spontané. Je pensais pas du tout à ce que ça allait donner, les répercussions que ça allait pouvoir avoir, tu vois. Donc en fait, l'idée de base, quand vraiment je me suis dit il faut que je fasse quelque chose de plus poussé et que je rende la chose palpable,
c'était je vais faire un magazine, parce que c'est le mot que tout le monde a en bouche aussi, tu vois. Et l'idée, c'était de mettre l'article en page, de mettre un peu justement de graphisme, d'incorporer des images et d'incorporer aussi, moi, mes textes écrits, manuscrits, pour apporter cette valeur ajoutée-là, qui est aussi un peu ma touche personnelle. Et au final, au fur et à mesure que je bossais sur le truc, je me disais, mais il me manque des choses, il faut que je pousse le truc encore plus loin et tout ça. Et c'est de là que j'ai commencé à avoir les idées pour insérer différentes choses, des témoignages, des œuvres aussi. Il y a une œuvre de Stéphanie McCain dedans. Et là, en fait, ça s'est transformé parce que quand j'ai fait mes premiers rendez-vous avec l'imprimeur, le mec m'a dit, mais vous n'êtes pas du tout en train de faire un magazine. Je lui ai dit, ok, mais du coup, qu'est-ce que c'est ? Et il m'a dit, ça ressemble un peu plus à un ouvrage, ce que vous faites. Et même par rapport au choix du papier, il m'a dit, vous n'êtes plus du tout sur un magazine. Et du coup, j'ai commencé un peu à me renseigner sur ce qui était vraiment un ouvrage. Ça m'a séduit et je me suis dit, ok, en fait, c'est vrai que ça ressemble plus à ça. Et je vois un peu ça comme une pièce unique, un peu un objet décoratif aussi, parce qu'il y a beaucoup d'images, beaucoup de choses qui sont très visuelles en plus de l'écrit. Donc, mais à la base, c'était pas du tout réfléchi. Je me suis pas dit, il manque ça dans le paysage des médias ou du rap français, tu vois. Et Nicolas l'a dit, lui, il a commencé avec un blog. Mais toi, je sais aussi que tu as commencé aussi du côté d'Internet sur un média. Tu n'en as pas parlé, mais à quel moment, justement, tu t'es dit, peut-être, je vais en fait arrêter d'être dans une sorte de collectif de médias, etc., et le faire seul, en fait. Enfin, je sais que tu n'es pas très seul non plus, mais en tout cas, c'est toi la tête pensante du truc. À quel moment, en fait, il y a ce truc de, je me retire d'un collectif dans lequel en plus tu étais assez impliqué pour voilà, avoir, et peut-être pas pourquoi ne pas l'avoir fait sous le média, ce projet-là. Moi j'ai commencé dans des médias il y a 2 ans et demi, notamment avec Clapmag. J'ai commencé avec eux, qui est un média que j'adorais, notamment sur Twitter parce que je les trouvais très pertinents. Ils faisaient des tweets un peu différents des autres médias Twitter, et en fait ça s'est fait naturellement. Les médias pour moi c'était une porte d'entrée, parce que j'avais pas du tout de contact dans le rap. Pour moi, c'était un milieu qui était totalement à part de ma réalité. C'était limite impossible, tu vois. Donc ça a été vraiment une porte d'entrée dans laquelle je me suis vraiment investie pendant très longtemps. J'ai fait plusieurs médias. Et en fait, naturellement, je me suis un peu retirée parce que soit j'étais plus concernée par certains projets, ou soit j'étais dépassée par les miens. Parce que j'ai toujours eu, en fait, les médias. Et puis, de mon côté, tu vois, j'ai essayé d'avoir une petite touche et tout ça. Et en fait, je pense que ça s'est fait naturellement et je me suis complètement laissée aller dans mes projets perso. Et ce qui me manquait, je pense, dans le côté médiatique et que j'arrivais pas un peu à mettre en pratique, c'est vraiment mon côté créatif. J'arrivais pas à être 100% moi. Et je pense que je cherchais aussi ma touche, tu vois. Et en fait, en me reconnectant un peu à ce que moi j'aimais, à ce que je faisais au quotidien, c'est-à-dire écrire sur des papiers. Enfin ça, avant que je le publie, personne ne le savait, tu vois. Toutes mes interviews, je les écrivais sur du papier, c'était illisible, mais moi je savais ce que je disais, tu vois. Et en fait, c'est par là que je me suis dit, mais reviens à la base de ce que tu fais, et puis voilà. Toi, Nicolas, à l'inverse, tu as commencé du coup avec un blog en solo. Maintenant, tu écris tes articles aussi, je pense, même si tu dois être entouré par certaines personnes, ça reste aussi toi la tête pensante. Est-ce que tu n'as jamais pensé, toi, à l'inverse, à rejoindre une rédaction à un moment donné ou l'autre, ou ce genre de choses? En fait, j'ai commencé par un blog, mais je suis allé très vite au sein d'une rédaction d'un média de l'époque. Alors, encore une fois, je suis plus vieux que vous, donc peut-être que les noms dont je vais parler. T'as travaillé pour la BCDR, non? Ouais, mais ça c'était longtemps c'est vrai après. Que t'as quelques articles, même maintenant en freelance aussi. Ouais. Là, en ce moment, je travaille avec Views, avec Red Bull. J'ai travaillé un tout petit moment avec la BCDR du son. Mais ouais, non, en fait, j'ai jamais vraiment été solo. Juste pendant quelques mois quand j'étais vraiment à mes tout débuts. Mais après, c'est paradoxal parce que l'activité d'écriture, je trouve qu'elle est, en tout cas de mon point de vue, elle est très très solitaire. Mais non, j'ai toujours travaillé dans le cadre de rédaction et c'est aussi cool parce que tu te nourris un peu des idées des autres. Et c'est ça qui te permet d'avancer, je pense. Et là, du coup, tu fais que ça ici pour l'instant? En termes de métier? Ouais. Ouais, là, j'en vis pas très bien, mais j'en vis un peu. Ok. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais une question pour toi, Lorraine. Tu parlais de tes notes. Moi, j'ai une question. Tu vois, les notes que tu mets dans l'épistolaire. Est-ce que les notes, tu les fais aussi belles parce que tu sais que tu vas les mettre dans l'épistolaire, ou est-ce que genre quand tu prends note pour, je sais pas moi, les cours, par exemple, est-ce que tu prends des notes comme ça aussi? Ah, c'est les mêmes. En fait, ma mère m'a rappelé il y a pas longtemps, on en discutait. Elle me disait, mais tu sais, quand t'écris sur tes cahiers, là, tu faisais exactement la même chose quand tu révisais le bac. Tu vois, en fait, j'avais des grandes feuilles des fiches blanches et j'avais des traits partout. Alors, personne ne comprenait rien.
Mais moi, j'y trouvais, tu vois, mon compte. Ouais, mais moi, je trouve que c'est une plus-value de fou dans le livre. Mais du coup, pour l'épistolaire, c'était pas du tout réfléchi parce que, comme je t'ai dit avant, le concept n'était même pas pensé. Donc, en fait, c'est mes feuilles brutes. C'est vraiment mes dessins, mes feuilles. Pardon. Et est-ce que c'est pas un exercice difficile aussi de autant se confier même son processus créatif au sein de son œuvre? Tu vois, d'habitude, quand les gens ils ont un article fini ou par exemple quand ils lisent le livre de Nicolas, ils ont aucune idée de ce qu'il a retiré, de ce qu'il a rajouté, de quand il l'a fait, de voilà, etc. Là, toi, du coup, on a une plongée un peu aussi dans ton processus créatif, pardon. Est-ce que c'était pas trop dur au début pour toi de le mettre ou c'était une volonté aussi que ce soit un peu plus immersif? Dans l'épistolaire, c'était une volonté. Par contre, ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, je suis très pudique et très réservée. Donc, en fait, le fait que quelqu'un sache que même j'ai des cahiers dans mon sac, ça me gênait énormément. Parce que tu as forcément des questions. Mais qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu fais? Et moi, c'est des questions auxquelles j'avais pas envie de répondre. Du coup, à l'époque, je sortais rien. Tu vois, je sortais pas de cahier. Même écrire dans un bar, ça me gênait. J'avais l'impression que tous les regards étaient sur moi. Alors qu'au final, les gens, ils font pas attention, tu vois. Mais ça fait que depuis ça va faire 1 an que j'ai vraiment commencé à publier mes brouillons, tu vois. Et en fait, c'est un processus qui s'est fait un peu naturellement, mais je pense que je me cache derrière. C'est paradoxal, mais je me cache un peu derrière parce que du coup, ça fait la promo de mes articles, mais en même temps, j'ai pas besoin d'en faire des tonnes, je publie ça, c'est moi, et ça laisse quand même une petite distance entre ce que je publie et ce que je fais et ce que je suis vraiment. Je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais c'est peut-être parce que ça répond aux questions que les gens peuvent te poser directement, et comme ça, t'as pas à y répondre toi. Je crois que c'est ça, et du coup, moi maintenant, j'ai vu ça un peu comme le fait que je me cachais derrière, parce que c'est vraiment moi, et il n'y a pas plus brut que ça, tu vois. En même temps, j'arrive à me cacher derrière. Après, moi, je trouve ça important de communiquer aussi ou de montrer les coulisses de l'écriture, parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément. Que ce soit l'écriture de livres, même l'écriture d'articles, on ne sait pas vraiment comment les journalistes travaillent, comment ils construisent leurs articles. Encore pire, je trouve, au niveau des livres ou des beaux livres ou même des magazines. Et je trouve ça cool, puis ça crée une proximité aussi avec tes écrits. Donc je trouve ça vraiment intelligent et important de le faire. Vraiment. Mais je pense aussi que c'est très propre à chacun parce que pour le coup, moi j'écris aussi en tant que rédacteur sur différents médias. Et par exemple, Lorraine disait qu'elle revient souvent sur ses écrits. Moi, les 3/4 de ce que j'ai publié depuis 5 ans, c'est des V1 en fait. C'est parce que je sais que en fait, sinon ça va être horrible de revenir sur le truc, de dire non mais je suis pas sûr de ça, etc. Du coup, ça veut dire qu'avec le recul, il y a certains articles où des fois je suis étonné de moi-même de dire ah t'as pondu ça en V1, chapeau. Mais à l'inverse, il y a beaucoup de choses aussi que je me dis ça méritait peut-être quelques semaines de plus, etc. Mais vu qu'en fait les gens le savent pas souvent et savent pas trop comment travaille quelqu'un qui écrit, ben ça, je veux dire, j'ai jamais eu de truc en mode ah cet article-là est moins qualitatif que celui-là, etc. Mais moi, en fonction de ce que je sais, ce que je peux offrir, etc. Des fois, je me dis ah celui-là, t'aurais peut-être pu le travailler plus longtemps. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est hyper dur pour moi de couper quoi que ce soit. Et en fait, il y a un jour, j'ai réalisé un truc et ça m'aide. Limite, j'y pense tous les jours. Je me suis dit, la personne qui va lire ce que tu fais, que ce soit un article ou un livre, en fait, il saura jamais que tu as enlevé quelque chose. Et du coup, lui, il va prendre le truc comme il le voit et il va pas être angoissé comme toi, tu peux l'être en disant « Ah, mais ce paragraphe, il était trop bien, je l'ai enlevé et tout, je suis vraiment nul. » En fait, il va juste le prendre comme ça, il n'y a que toi que ça va déranger. Et une fois que tu t'actives, je trouve, ce niveau de compréhension, entre guillemets, c'est presque plus facile soit de se relire, soit de raturer, soit de couper et de se décomplexer par rapport à ça. Mais des fois, il y a aussi un truc, là, ça m'est arrivé récemment sur un article où en gros, il fallait adapter l'article sur Twitter. Et du coup, on me demande. Ouais, voilà. Et on me demande du coup de l'appliquer au format thread Twitter. Et je dis ok, je m'en charge. Et en fait, je me suis rendu compte de la dureté de l'exercice parce qu'en fait, il y avait tout un paragraphe introductif où je m'étais éclaté à l'écrire Vraiment, ça rendrait super bien en termes d'article, mais c'était pas très adapté pour Twitter. Et du coup, au final, j'ai dit au rédac chef, c'est quoi, moi, je t'ai mis tout en format tweet, s'il y a des trucs à baquer, etc., fais-le. J'y touche pas parce que moi, j'arrive pas, en fait, à couper dans mon truc. En fait, j'aime tout ce que j'écris, donc j'y arrive pas, en fait. J'arrive pas à me dire, et je préfère que quelqu'un d'extérieur le fasse. Est-ce que vous aussi, vous avez des gens extérieurs qui relisent vos travaux, vos œuvres, et quelle importance et quel rôle vous accordez à Moi, déjà, je reviens beaucoup sur mes articles parce que dans ce que j'écris, je mets quand même beaucoup d'émotions. Donc, des fois, quand j'écris, tu sais, je suis brute et je laisse tout sortir. Et si je reviens pas, des fois, il faut doser, tu vois. Donc, c'est aussi pour ça que je reviens un peu sur mes écrits.
Et moi, ma jauge un peu pour savoir si oui ou non c'est bien, c'est ma mère, tu vois. Je lui fais beaucoup. En fait, je lis ce que j'ai écrit, parce que moi, ça me permet aussi de conscientiser un peu ce que j'ai écrit, voir si ça passe ou non. Et je lui lis et je vois si c'est bien, s'il y a des trucs à améliorer, si ça l'a touché, si ça l'a pas touché. Et ouais, souvent, c'est ma mère, moi. Moi, pendant longtemps, ça a été ma copine. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble, donc elle a connu toutes les étapes d'écriture de ma vie. Donc au début, je pouvais pas sortir un article, même pour l'ABCDR du son, qui est quand même un gros média. C'est elle qui a tout relu, le reportage et tout. Maintenant, j'arrive à ne pas l'impliquer. Donc il y a une première, parce que sinon ça lui prend trop de temps et voilà. Mais au début, ouais, c'était elle et je pouvais pas sortir quoi que ce soit sans elle. Et maintenant, en fait, je travaille avec des éditeurs aussi pour mes livres. Donc en fait, c'est eux qui relisent. Et là, l'éditeur que j'ai pour mon dernier livre sur Boulogne, c'est mon 4e livre, mais j'ai plus appris grâce à lui qu'en 15 ans d'écriture. Donc j'ai appris énormément de choses parce que lui, il m'a relu vraiment comme il faut. C'est vraiment un pro. C'est la première fois que je fais affaire à quelqu'un d'aussi fort et aussi intelligent dans sa manière de penser les choses et tout. Et du coup, ouais, là, j'ai appris trop de choses. Il a beaucoup coupé, il a beaucoup relu et je lui ai fait confiance à 100%. Quoi. Et est-ce que toi aussi, tu relis quand même, une fois que tu as vraiment posé les derniers mots, est-ce que tu relis une fois le produit final? Moi, je relis, mais en fait, il faut me donner des deadlines parce que je suis tellement perfectionniste et un psychopathe du truc que je peux relire jusqu'à l'infini. Genre, j'aurais sorti aucun bouquin si j'avais pas de deadline. Mais tu relis pour l'orthographe ou plus pour juste la forme? Pour tout. Ouais, franchement, je relis, je recoupe. Tu profites même pas de ton livre, quoi. Non, après, une fois que c'est sorti, par contre, je les relirai jamais, je pense. Ah ouais, une fois que c'est imprimé, tout ça, ça me stresse trop. Je suis sûr que je vais trouver plein de trucs, donc je préfère me protéger ma santé mentale en relisant pas. Mais jusqu'au dernier moment, ouais, je vais relire. Ça me rassure, parce que moi, j'ai pas relu l'épistolaire depuis qu'il est sorti. Mais c'est normal, je je me dis, pense. Ouais. mais je peux pas. Moi, j'écoute aucun épisode du podcast. Ouais. C'est différent, mais pour le coup, je suis incapable. Ouais. Mes articles, des fois, je reviens dessus parce que... pour essayer d'avoir déjà une sorte de ligne conductrice, et si je reparle d'un artiste ou que je dois interviewer un artiste ou quoi, ben je reprends sur ma chronique, sur les points que j'avais dégagés, etc., pour essayer de ne pas être trop influencé par le travail des autres non plus, mais sinon je le fais pas de mon plein gré en mode samedi je vais relire mes articles il y a quelques années, mais Lorraine, il y a un truc moi qui m'a percuté dans ce que tu as dit, c'est que du coup tu charges beaucoup en émotion ce que tu écris, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi. Mais au début, j'avais cette question de pourquoi moi et pas les autres, en fait. Enfin, pourquoi moi j'écris sur ce que je ressens d'un projet et pas les autres. Après, j'ai eu les réponses plus tard, mais est-ce que c'est aussi quelque chose qui arrive un peu à ce moment-là de se faire la bonne juste mesure entre la partie théorique, entre guillemets, de la musique, etc., et ta partie de ressenti à toi? Et est-ce que tu n'as pas eu aussi à un moment une sorte de syndrome de l'imposteur de j'écris quand même de manière très personnelle là, est-ce que ça va vraiment intéresser des gens, est-ce que je suis légitime de le faire? En vrai, moi je me dis toujours ça intéresse qui, tu vois? Ouais. Je me dis toujours, mais au final j'écris pour moi, mais quand je le publie, forcément tu l'offres aux gens. Je me dis, mais est-ce que ça va vraiment toucher les gens de juste lire ce que moi j'ai ressenti quand j'ai écouté tel ou tel projet? Je sais pas trop si c'est le syndrome de l'imposteur ou pas, mais je peux pas écrire autrement, tu vois, que maintenant, en tout cas, parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais je peux pas écrire autrement qu'en mélangeant un peu mes émotions et en mettant beaucoup d'émotions, justement, parce que c'est aussi un peu thérapeutique, je pense, tu vois, quand t'écris, c'est beaucoup comme ça. Et du coup, maintenant, je me pose plus la question. Ça m'est arrivé de me poser la question et je me suis dit, mais en fait, vraiment, qui ça va intéresser, tu vois, surtout que tu as eu ta réponse maintenant, parce que tu l'as publié, et au final, je crois que ça a été directement, je sais pas si on dit sold out, mais en gros, il y avait plus d'exemplaires. En 2 semaines, ça a été sold out. Donc là, maintenant, tu l'as ta réponse et tu n'as plus trop de raisons de te poser la question. Ouais, mais tu sais, ça m'arrive quand même, parce que l'article, là, j'ai publié Favé ou même Théodore il y a quelques semaines, et je me suis posé la question, parce que Théodore était très chargé en émotions, au niveau de l'article et tout. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que, tu vois? Et ouais, je me pose quand même toujours la question. Même pour les articles, parce que je me dis, les articles en soi, c'est comme si tu publies sur ton site, donc c'est un peu comme si c'était ton blog. Donc moi, que tu mettes de l'émotion, que tu mettes du tias, pour moi, ça me choque pas, tu vois. Par contre, le fait de sortir un livre, oui, c'est vrai qu'il y a cette question de est-ce que ça va parler à quelqu'un? J'avoue que j'ai pas fait de différence. Pour moi, c'est mon écriture au global. Je me dis, mais est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un? Déjà, le fait de parler en disant jeu, de écrire avec le jeu, parce que justement, mes émotions étaient trop brutes et c'était trop direct. Donc il fallait que je trouve un moyen de dévier et de
de dealer avec mes émotions, mais en les imaginant, et du coup, ça parle à tout le monde. Donc du coup, oui, c'est forcément des questions que je me suis déjà posées. Quand j'étais dans les médias, je me cachais aussi, tu vois, derrière, mais en même temps, c'était pas intentionnel, parce que c'était dans la démarche où, vu que j'étais trop contente de ce que je faisais, mais en même temps, je n'osais pas trop partager, j'avais un peu peur et tout. Mais au final, plus j'avançais, et moins je me retrouvais dans ce que j'écrivais, parce que c'était trop distant par rapport à ce que moi je ressentais. J'étais beaucoup moins dans l'émotion, parce que beaucoup plus neutre, tu vois. Et c'est de là aussi que naturellement, j'ai fait d'autres choses à côté. Mais le côté émotion, je peux pas trop l'enlever, et je sais que je peux aller trop loin. Et je m'en rends compte quand je relis l'article et que je sens que j'en dis trop sur moi, par exemple. Tu vois. Et je me dis que c'est ça aussi qui fait ta force dans tes écrits. Parce que moi, j'ai lu l'épistolaire de Green et j'ai jamais retrouvé ça dans même aucun article. Tu vois, cette profondeur vraiment. Parce que le projet, par exemple, tu l'as écouté. C'est quoi le nombre d'heures d'écoute que tu as de ce projet? Je sais même pas si j'ai envie de le dire à l'antenne. L'analyse de chaque phrase et tout. Et je me dis, en vrai, c'est des trucs qu'on retrouve pas dans les médias. Parce que dans les médias, il y a surtout ce truc d'aller vite, entre guillemets, même si maintenant. Les médias rap, c'est quand même assez, on va dire, ça ressemble plus à de la slow press que les médias traditionnels. Mais toi, vraiment, tu vois, tu prends le temps et t'as pas de deadline, quoi, tu vois, pour sortir un article. Et donc, ça se sent, et c'est pour ça la profondeur. Moi, je trouve que ça fait ta plus-value, quoi. Ouais, mais je pense aussi, honnêtement, je pense aussi. Mais c'est vrai que quand je relis, je sais à quel moment je suis allée trop loin par rapport à ce que les gens peuvent deviner de moi. Tu vois, vu que je suis beaucoup dans l'émotion et que je transmets beaucoup de choses de ma vie, même si c'est pas forcément direct. Moi, je le ressens. Et c'est là où je me dis, dose un peu, essaye de trouver. Et c'est pour ça que je te disais au début, l'assemblage des mots, pour moi, c'est trop important. Parce qu'il suffit d'un mot. Et des fois, soit tu captes pas l'émotion, la source même de l'émotion, soit j'en dis trop. Et là, je suis trop vulnérable. Donc ça t'arrive de te prendre la tête sur juste une phrase ou même juste un mot? Bien sûr. C'est le plus excitant, je trouve, des fois. C'est en fait d'avoir l'idée et de te dire... soit comment si c'est une idée un peu commune, tu vois, des fois quand tu t'écris sur un projet ou un artiste, il y a des choses que tu es obligé de dire qui vont se retrouver sur tous les articles. Et là, c'est là que tu te dis, bon, je suis obligé de le mettre, mais je peux pas le mettre comme sur une page Wikipédia ou comme sur l'article que j'ai lu la semaine passée. Comment je le rends singulier, etc. Et je pense que du coup, le fait de le charger en émotion, des fois, en fait, c'est la manière de le rendre un peu unique. Et je rebondis sur ce que tu disais aussi, même ce que Nicolas disait avant sur le fait que quand tu enlèves un paragraphe, les gens ne le savent pas. Moi, ça m'est déjà arrivé de publier aussi des articles très personnels au fond, enfin un peu même thérapeutiques, et en me disant le moment où on me dit bon, il va sortir tel jour, où je me dis non, on le sort pas en fait, etc. Puis il sort, et en fait j'ai des bons retours de fou, et les gens qui n'ont pas du tout en fait que je parle de moi à travers l'œuvre, etc. Et là, c'était un peu un soulagement de, en fait, oui, c'est vrai, les gens te connaissent pas spécialement, donc savent pas vraiment à quel degré d'intimité ça peut aller. Et justement, du coup, Nicolas, toi, on a beaucoup parlé d'émotions, etc. Toi, tu écris des romans aussi en plus, donc qui ont par essence un but d'être des vecteurs d'émotions. Comment tu vas le travailler en comparaison avec tes travaux, par exemple, sur Kendrick ou sur la soul, qui sont beaucoup plus, même s'il y a de l'émotion aussi dedans, parce qu'on voit aussi que Kendrick, pour le coup, que j'ai lu, du coup je vais me baser là-dessus, mais on voit que tu aimes beaucoup l'artiste, que tu as été à la rencontre de certaines personnes, donc il y a ce côté aussi très, très immersif qui fatalement est vecteur d'émotion. Mais quelle est la différence un peu du coup quand tu as ce travail-là qui va être plus sur la musique et quand c'est totalement un roman, donc une histoire de A à Z que tu inventes au final? Ouais, quand c'est un roman, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a jamais personne qui va te dire ce personnage n'a pas existé ou c'est pas arrivé comme ça. En fait, tu crées un monde complètement de zéro, et c'est ça qui est magique. Et donc quand tu te mets devant ton ordi, devant ta feuille, tu as pris tes notes, ou voilà, tu fais ce que tu veux en fait. Et cette liberté, elle est incroyable, et elle est incomparable avec le fait d'écrire un livre sur des artistes ou un artiste isolé, parce que là, il faut que tu sois parfaitement juste historiquement. Tu peux pas te permettre de faire une erreur de date ou n'importe quoi. Après, bien sûr, ça peut t'arriver, l'erreur est humaine. Mais il faut toujours que tu aies cette exigence journalistique et de recouper tes sources, etc. Tandis que dans un roman, en fait, tu fais exactement ce que tu veux, et c'est ça qui est trop cool. Et pour moi, c'est deux métiers complètement différents, deux approches complètement différentes, même dans la manière de se préparer, etc. et d'envisager ton œuvre et puis ce que tu publies. Ça n'a rien à voir. Et moi, en tout cas, d'un point de vue personnel, je prends 1 million de fois plus de plaisir à écrire un roman qu'un livre sur la musique, même si j'adore faire ça.
cette liberté et cette sensation magique de voir tes personnages évoluer sans que tu te rendes compte, c'est quelque chose que tu peux pas dupliquer ailleurs, quoi. Et si tu préfères à ce point-là les romans, pourquoi est-ce que tu as pris quand même l'initiative de faire? Parce que c'est très très difficile de publier des romans. Okay. Moi, avant de publier mon premier roman, j'en ai écrit 3 autres qui se sont fait refuser par tous les éditeurs de France. Et tu peux pas, en tout cas moi, à mon niveau, c'est impossible de vivre de l'écriture de romans. Donc si je voulais faire que ça, je vivrais tout simplement pas. Et donc le livre sur la musique, c'est pas du tout un moyen de gagner ma vie ou quoi, je le vois pas du tout comme ça. Mais ça te permet aussi d'avoir une stabilité financière, je pense, plus sûre qu'avec des romans. Et tu viens d'en parler, l'édition justement, c'est très important parce que sans ça, un livre ne se publie pas. Comment vous, ça se passe justement? Toi, je sais bien que c'est Total AD, mais Nicolas... Ouais, je pense que Lorraine, c'est totalement différent. C'est ça qui est trop bien, c'est qu'en fait, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Tu penses que tu pourrais, toi, sortir tes livres de manière... J'y ai beaucoup pensé, j'y pense beaucoup, mais financièrement, pour l'instant, je suis pas capable de le faire. La difficulté, c'est juste financièrement. Ouais, je pense. Moi, c'est un truc qui est dans ma tête depuis très très longtemps. Moi, je suis hyper inspiré par des artistes comme Nipsey Hussle, qui sont dans vraiment un système d'indépendance, qui étaient malheureusement dans un système d'indépendance et de réduire le maximum mes intermédiaires. Donc je sais, j'ai déjà ma structure, j'ai déjà mon nom, je sais exactement ce que je veux faire, etc. J'attends juste le bon moment d'avoir assez d'argent, en tout cas pour assumer les coûts financiers de stockage, d'envoi, etc. Parce que tu parles quand même de plusieurs milliers d'exemplaires éventuellement. Donc c'est des coûts qui sont énormes et qu'il faut assumer. J'aimerais beaucoup faire ça. Après, là, actuellement, je travaille avec un éditeur avec qui ça se passe très bien et c'est génial de pouvoir apprendre de lui aussi. Donc pour l'instant, je suis dans cette logique-là. Après, comment ça évolue. Et maintenant que tu as déjà sorti tout ça, tu penses que si tu écris un livre à chaque fois, il sera édité, ou est-ce que c'est possible que tu aies un livre sur la musique? Ouais, je pense sans trop sans trop m'avancer ou sans vouloir être trop arrogant, parce que voilà, mais ce sont les premiers les plus compliqués, quoi. Ouais, je pense le plus difficile, c'est de mettre un pied dans la porte et après tes contacts ils se font au fil de l'eau et ta réputation elle peut aussi éventuellement grimper et du coup débloquer des projets. Donc ça c'est plus facile pour moi maintenant qu'il y a 10 ans. Ça ne veut pas dire que tout ce que je fais est bien, très loin de là, mais c'est sûr que comme dans n'importe quel domaine, ce qui compte, c'est aussi le réseau et puis travailler dans ce sens-là, quoi. Moi, j'ai une autre question qui concerne le public. Est-ce que, au niveau des retours, toi qui as sorti des livres en 2018 et puis ici plus récemment, est-ce que tu vois une évolution? Est-ce que tu penses que le public cible concernant les livres sur le rap, ça s'est agrandi avec les années, ou tu vois pas du tout de différence? C'est une super bonne question à laquelle je pense beaucoup. Ok. Faut savoir que les livres sur le rap, malgré quelques exceptions, ça se vend pas très bien. On a l'impression que ça se vend bien, que c'est plusieurs milliers d'exemplaires à chaque fois. C'est pas du tout le cas. Il y a des exemples isolés comme l'ABCDR du son et ils méritent tout ce qui leur est arrivé, mais ils ont vendu beaucoup d'exemplaires de leur premier livre, mais finalement c'est presque des cas isolés. Il y a aussi Driver et Ismaël qui ont fait un super bouquin chez Face Cachée qu'on se cacher, tiens. On s'en est pas fait exprès, mais pas chez nous, hein. Nous aussi, on écrit des livres. Et qu'on salue parce qu'ils font un super travail. Mais voilà, non, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a un très très gros public pour le rap en général. C'est de très loin la musique numéro 1 en France et dans le monde. Ouais. Mais pour autant, il n'y a pas tant de gens que ça qui achètent des livres liés au rap. Donc moi, je trouve pas que ça évolue particulièrement dans le bon sens. Pourtant, il y a de plus en plus de livres sur le rap. Mais c'est pas pour ça qu'à chaque fois c'est des succès commerciaux. Après, c'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais est-ce que aussi le public rap est un public de lecteurs, tu vois, de manière générale? Pense, carrément. Moi, ça, c'est un truc. C'est une bonne question, mais je pense que c'est un public de lecteurs. Il y a pas de souci par rapport à ça. Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi en fait ce qui se passe. Pourquoi est-ce que les gens achètent pas forcément? J'ai pas d'explication. En tout cas, même si ça marche pas forcément et que ça permet pas aux gens d'en vivre, aux gens qui écrivent des livres d'en vivre, je pense que c'est important que ça existe parce que c'est important d'archiver certaines choses aussi pour servir éventuellement de base ou pas aux générations futures. C'est justement ce que j'allais dire parce que c'est quelque chose dont tu parles aussi souvent sur les réseaux sociaux. Je pense ce truc d'archiver, d'avoir une photographie d'un certain moment du rap et même de documenter. J'ai l'impression que par exemple, encore une fois, que ce soit Boulogne ou Kendrick ou même sur la soul, c'est des ouvrages, enfin des œuvres qui peuvent vivre très longtemps en fait. Parce que Kendrick Lamar, ça tombe dans 20 ans, même si on a envie de montrer une certaine pièce de l'époque du rap américain, californien, de tout ce qu'a été Kendrick, Teddy, etc. Ton livre est une parfaite porte d'entrée. Pareil pour Boulogne, en fait, quand on regarde, Boulogne, c'est des choses qui, même nous qui sommes d'une autre génération, on a moins connu, on n'était pas là, donc on a les références parce qu'on s'est documenté justement. Et du coup, c'est un livre... moi, par exemple, j'ai lu le livre sur la mafia Quinfri de Wafa et Manuquet.
c'est une époque du rap que j'ai pas du tout vécu parce que je suis né en 2000, mais j'avais les références, je sais très bien qui est Kerry James, etc. J'ai adoré me plonger dans cette période de rap que j'ai pas pu vivre, voir aussi le parallèle avec l'époque actuelle, quelles contraintes, quelles difficultés il y a plus ou maintenant on a, et je trouve que c'est ça qu'on a peut-être moins avec un article ou avec même des vidéos YouTube ou quoi que ce soit, c'est que là il y a le projet est tangible. Ouais, je comprends. Après c'est super intéressant ce que tu dis. J'en parlais récemment avec Nifa. Je pense qu'on connaît tous. Ouais. On connaît tous ici. On la salue aussi. C'est bien. On envoie de l'amour à plein de gens. C'est parfait. En fait, je comprends complètement ce que tu veux dire et je pense qu'on a aussi en France, peut-être même dans le monde, mais peut-être plus chez nous, l'attachement aussi au format livre. C'est quelque chose qui est un peu sacré. Tu vois, c'est un objet que tu mets chez toi, que tu consultes et tout. Mais en même temps, toi, tu vas potentiellement toucher 10 fois plus de personnes que moi avec un article. Ou avec une vidéo YouTube qui fait 100 000 vues, tu vas toucher 50 000 fois plus de personnes. Enfin, j'ai n'importe quoi comme chiffre, mais après, un livre, ce que je fais. C'est plus intemporel, tu vois. Je Ouais, pense que ça dure plus dans le temps qu'un article. Mais au niveau de l'impact et de la diffusion de l'information, mine de rien, maintenant, avec un podcast, avec tous les outils qu'on a à notre disposition, le livre, finalement, c'est un beau symbole, c'est un truc que tu peux consulter régulièrement, mais tu peux aussi consulter des vidéos YouTube, tu peux aussi regarder des documentaires, des trucs comme ça. Donc, je pense que c'est important, mais je pense pas qu'il faille lui apporter non plus une importance énorme par rapport à tous les autres formats qui existent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Mais c'est drôle aussi parce que il y a aussi une autre notion, pour moi, c'est la notion d'implication. Et du coup, quand tu achètes un livre, tu es plus apte, une fois que tu le commences, bon, faut faire l'effort de le commencer, mais une fois que tu l'achètes et que tu le commences, tu prends vraiment note de tout ce qu'il y a. Moi, par exemple, j'ai écrit il n'y a pas longtemps un article en post Instagram qui a été encore une fois adapté en thread. Je me suis fait allumer sur le thread parce que la phrase d'accroche, donc qui était un tweet isolé, les gens se sont arrêtés à ça, en fait. Et donc, je disais juste que c'était un projet qui demandait un peu de recul, etc. Les gens ont dit tatati, branlette intellectuelle, nanani nanana, mais ils n'ont pas lu le reste du trait de pourquoi en fait. Donc je me suis dit, en fait c'est le jeu des réseaux sociaux aussi. On a voulu isoler cette partie-là et voilà, mais du coup j'ai l'impression que certes l'information circule beaucoup plus vite, mais l'implication du lecteur est beaucoup moindre. Ça veut dire que même là, dérouler un thread d'une dizaine de tweets, ça a été trop pour beaucoup de personnes qui se sont juste arrêtées au premier tweet et se sont dit soit qu'il y en a qui n'ont même pas vu que c'était un thread en vrai de vrai, et du coup qui ont vu le premier tweet, qui ont dit ouais nanani nanana, et d'autres que ça a sûrement rebuté de ce premier tweet et qui n'ont pas déroulé le tweet. Ouais, mais je pense que du coup, c'est pour ça que c'est. Déjà, moi aussi, je me fais allumer souvent par rapport à mes livres. C'est juste que c'est pas forcément public, tu vois. Il y a des gens qui viennent te voir en DM et tout, qui t'intimident, machin. Donc, souvent, c'est certes un truc d'Internet, mais pas forcément que Internet. Je pense que c'est aussi. Quand on parle de musique, on en parlait tout à l'heure, c'est une affaire d'émotion aussi. Et je pense que ça te touche aussi au plus profond de toi. Et des fois, tu as envie de te mettre en mode justicier et de dire non, c'est pas comme ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que les initiatives comme celle de Lorraine sont importantes parce que tu t'inscris aussi à contre-courant peut-être de l'époque, c'est-à-dire que tu dis aux gens, en fait, vous allez payer pour prendre le temps de lire et vous allez sortir aussi des écrans, etc. Je suis pas en train de faire en mode vieux con et tout, mais c'est vrai que moi-même, je lis beaucoup moins qu'avant, j'ai ma concentration qui a vachement baissé et tout, et du coup, reprendre un livre, parfois, moi, en tout cas, ça me demande un effort, même moi qui suis un grand lecteur. Et du coup, je trouve ça trop bien de se dire, mais en fait, je crois encore au format papier, je crois encore au fait que les gens, et c'est même pas une question de croire, c'est certain, que les gens ont envie de lire, ont envie de se plonger dans des choses qui sont des choses au long cours, et du coup je trouve ça important que ça continue d'exister et que des gens de la génération après moi, tu vois, Lorraine, t'es la génération après moi, continuent à apporter cette chose-là, et du coup ça prouve aussi que je pense que le format papier et le format livre a des super beaux jours devant lui, malgré ce que plein de gens peuvent dire et qui sont plein de clichés aussi, quoi. Mais aussi, par exemple, tu parlais du podcast, des articles et tout, moi je pense que vraiment, le moment où les gens vont lire, vont consommer ce genre de contenu-là, c'est dans les semaines qui suivent, tu vois. Alors que ton livre, par exemple, moi, je l'ai lu 2 ou 3 ans après, tu vois. Donc c'est vraiment un truc qui, comme j'ai dit tout à l'heure, reste dans le temps. Donc je pense que c'est un truc qui en vrai va rester, tu vois. Je pense que le livre ne va jamais disparaître. T'as complètement raison. Et moi, je sais que ma culture musicale et culturelle, elle s'est construite avec les livres, en fait. Aussi, j'allais dire, niveau de légitimité,
Je crois que dans les livres, les gens encore peut-être t'as une notion de légitimité, même si moi, on me pose souvent cette question et je me sens pas plus légitime que quelqu'un qui vient de commencer à écrire. Je pense que ça, tu vois, c'est des conneries. C'est juste pas parce que t'as écrit 4 livres que t'es plus légitime que qui que ce soit à parler de musique, parce que la musique appartient à personne. Et du coup, n'importe qui peut écrire dessus s'il le fait avec exigence et passion. Voilà, n'importe qui peut le faire. Après, écrire des livres, c'est autre chose parce que c'est une autre discipline, etc. Mais bon, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que le livre reste. Mais moi, pour écrire mes livres, je me base sur des podcasts et des documentaires aussi. Okay. Donc, tu vois, c'est aussi important. Donc, je pense que c'est trop cool que maintenant, il y a tout qui existe en même temps et que chacun, selon ses sensibilités, selon ses habitudes de consommation de produits culturels, puisse avoir un océan de possibilités devant lui. Tu as parlé de discipline, bon, tu l'as dit, toi tu fais du temps plein presque pendant 2 ans pour écrire tes livres. Lorraine, toi je voulais savoir si aussi tu te mettais une certaine discipline de dire voilà aujourd'hui j'écris toute la matinée ou quoi, ou est-ce que c'était plutôt quelque chose d'instinctif chez toi? C'est quelque chose d'instinctif. Après, je suis obligée de me mettre une certaine discipline parce que je travaille à côté. Donc, il y a une certaine organisation à avoir. Mais oui, c'est plutôt quelque chose d'instinctif quand même. L'écriture, il y a des fois où je me force à ne pas écrire. Ah oui, carrément. Des périodes où je me force à ne pas écrire parce que soit je sors de l'écriture d'un article qui m'a demandé beaucoup d'implication. Et là, je me dis, bon, pendant une semaine, t'écris pas, histoire de recharger un peu les batteries aussi et de vivre. Parce que je sais pas comment t'écris, mais moi, je sais que quand je suis en période d'écriture, tu disparais du monde. Ouais. Je disparais totalement, c'est-à-dire qu'on me voit plus. Tu disparais pendant 2 ans, toi, du coup. Non, mais moi, après, je disparais. C'est mon état naturel, la disparition. Okay. Moi aussi. Donc, tu n'apparais pas. Je suis vraiment quelqu'un qui aime pas trop sortir de chez lui et tout, donc ça me dérange pas. C'est ça, mais du coup, je me dis quand même, je me laisse des jours où je me dis, bon, ben voilà, je fais autre chose, je vais vivre d'autres choses, je sors un peu, tu vois, mais c'est instinctif et le procédé où je me dis, tu n'écris pas pendant tant de périodes. Ça, c'est important aussi. Tu vois. Et t'écris en écoutant la musique, alors pour le cas de montage. Ouais. Bah, pour tous les articles, en vérité, quand j'ai une nouvelle cible, l'artiste, je le mets en boucle et je suis matrixée, tu vois, j'écoute que ça. Et j'écris en écoutant. Non, ce que dit Lorraine, c'est vachement intéressant au niveau de l'hygiène de vie, en fait, finalement aussi, de s'autoriser des moments de pause. Moi, c'est un truc que j'ai compris assez tard. Il y a une époque où c'était pas possible, quoi. Je m'abîmais la santé en travaillant et tout. Et en fait, quand j'ai compris, moi je suis quelqu'un qui fait énormément de sport, de basket et tout. Et du coup, quand j'ai compris que si je passais 2 heures à faire du sport dans ma journée, mais qu'en fait, ça m'était bénéfique. C'est-à-dire que tu perds 2 heures, mais en fait, tu les perds jamais tes 2 heures. Et du coup, j'ai vite compris que dans mes journées maintenant, il y avait des grosses phases de travail, des grosses phases de rush, mais qu'il fallait absolument se ménager des temps de repos et des temps pour passer du temps avec ta famille, aller faire du sport, etc. Et qu'en fait, après ça, tu étais bien meilleur dans ton travail. Mais je pense que c'est propre à n'importe quel type de taf, en fait. Et est-ce qu'à l'inverse, des fois, vous n'avez pas ce truc? Moi, c'est le fait que l'inspiration vient de tout et n'importe quoi. Dans le sens que des fois, par exemple, juste, en fait, je vais écrire sur un projet parce que je l'écoute à un moment précis dans la rue et qu'il y a des choses qui se passent devant moi et je me dis, c'est en accord avec ce qui se passe, avec le tout, en fait. Et hop, je sors une note, j'écris quelques phrases. Et après, de cette note-là, peut-être je vais la retravailler et même pas garder ça. Mais il y a ce truc de... en fait, ou même j'ai regardé un film qui va me donner... ça faisait 2 semaines que mon papier est dans mes notes, justement. Je regarde un film, il va y avoir une phrase en accord avec ce sur quoi j'avais terminé le truc et j'arrivais plus à avoir l'élément déclencheur. Et bam, après, je le termine. Est-ce que vous aussi, des fois, c'est justement ça qui peut être dur dans s'accorder des pauses? Parce que des fois, on est en pleine pause et en fait, il y a une idée qui surgit. Est-ce que vous, c'est des trucs qui vous arrivent? Parce que de ce que vous dites, j'ai l'impression qu'on n'a pas spécialement... Enfin, tout le monde a un peu ses petites différences dans son processus créatif, et ce qui est normal. Du coup, je me posais la question. Moi, j'avoue que ce que je consomme pendant que je suis en train d'écrire, ça m'impacte. Par exemple, pour Green, je sais que au même moment où j'ai commencé à écrire sur Green, je lisais un livre sur le pouvoir des mots, justement, et de l'écriture. Et donc, en soi, rien à voir, parce que la musique de Green, on n'est pas du tout sur de l'écriture poussée. Mais en fait, la manière dont était abordé le livre, ça a eu un impact forcément sur comment moi j'ai écrit. Donc ouais, moi je me nourris de beaucoup de choses, mais ça tombe, je dirais pas que ça tombe du ciel, mais tu vois, quand tu portes l'attention sur quelque chose, souvent il y a des trucs qui se relient et ça devient un peu une évidence. C'est parce qu'on est tous passionnés par ce qu'on fait et que du coup, ça fait partie de nous. Et c'est pas juste un travail ou une occupation. C'est quelque chose qui fait que notre esprit il est tout le temps en alerte, je pense. Donc ouais, moi aussi, je suis inspiré par tout. Mais même, c'est handicapant par moments. Genre, en fait, des fois, j'ai l'impression que je suis tout le temps en train de travailler. Quand je lis un livre, quand je lis un roman, maintenant, j'arrive plus à juste le lire. Il faut mon esprit analyse les choses. Quand je lis un livre sur la musique, c'est pareil.
Après, tu as aussi le syndrome de l'imposteur qui s'enclenche. Donc, des fois, moi, je lis souvent des romans. Je me dis, qu'est-ce que je fous à écrire des romans quand il y a des gens comme ça qui existent. Pareil, quand je lis d'autres livres sur la musique. Mais après, tu te dis, bah, ok, donc ça, c'est peut-être mon objectif, en fait. Ouais. Genre, ce mec-là, il est trop fort. Cette personne-là, cette femme-là, elle est trop forte. Ouais. Bah, en fait, c'est ça qu'il faut que j'atteigne à un moment. Et je sais, moi, il y a un auteur de roman, j'atteindrai jamais son niveau. C'est impossible, je le sais, c'est pas grave. Mais je me dis, ok, bah, je vais essayer de travailler toute ma vie pour arriver peut-être un tout petit peu à sa cheville. Et si j'y arrive, bah, je serai content, j'aurai réussi un truc. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je trouve ça hyper stimulant d'avoir des gens meilleurs, enfin que tu considères meilleurs que toi, parce que c'est une question de subjectivité. Moi, par exemple, je sais quel style d'écriture j'aime écrire et je sais quel style d'écriture j'aime lire. Et des fois, les deux se recoupent pas du tout. Enfin, par exemple, je lis des articles de quelqu'un. Et je dis, l'article, il est trop bien, mais moi, je détesterais écrire comme ça. Ouais, mais j'ai adoré ton article. Et c'est ça, en fait, qui va me pousser. C'est je me dis, ouais, mais quand même, il y a des trucs hyper intéressants dans sa méthode. Parce que, fatalement, en écrivant des articles depuis quelques années, je vois un peu le processus qu'il y a derrière. Et des fois, c'est juste des amis aussi à moi. Et je me dis, ok, je vois comment il a travaillé. Peut-être que je peux m'en servir pour moi aussi faire évoluer mon écriture. Parce que des fois, je m'ennuie moi-même à, en fait, écrire tout le temps les mêmes choses. Parce que j'ai un truc de... J'écris un article et il est à peine publié ou quoi, et je me dis bon allez une petite semaine ou je sais pas quoi, puis je réécoute un truc et je me dis ouais j'ai envie d'écrire là-dessus quand même, donc j'ai tout le temps en fait un peu en train d'écrire et du coup des fois je me lasse parce que j'ai l'impression d'avoir les mêmes formulations de phrases, les mêmes champs lexicaux, les mêmes trucs, etc. Et donc lire quelque chose ou trouver quelqu'un en trop fort, ça me permet de me dire ah mais il y a d'autres façons d'écrire aussi et de puiser ce qui m'intéresse tout en gardant ma singularité. Mais quoi. justement quand tu écris un article, est-ce que tu te stimules et tu te poses la question en te disant mais qu'est-ce que je peux apporter de plus que ce que j'ai déjà fait avant dans mon écriture? Ouais, mais ça, pour moi ça dépendra de l'inspi de ce que j'écoute. Ouais. Vu que j'écoute plein de choses différentes et que j'écris pas tout le temps que sur du rap. Et par exemple cette année j'ai écrit, donc ça fait 5 ans que j'écris et j'ai écrit mon premier article sur de la musique électronique. Parce que j'avais justement envie de parler un peu de l'émergence. Et en fait c'est un style qui est en train de connaître les mêmes contraintes que le rap a connu quand il est devenu hyper populaire, et je trouvais ça hyper intéressant de faire le parallèle entre les deux. Et j'ai écrit mon premier article sur le rap américain parce que j'ai écouté les 2 projets d'Harry Fraud tout l'été et que je me suis dit déjà fais-le, ça va te sortir de ta zone de confort, d'écrire sur quelque chose qui n'est pas en français, d'approfondir tes recherches, voilà. Et par exemple dans un des 2 projets, c'était un projet avec Currency qui se passait à Miami et qui reprenait plein de trucs de la série Miami Vice, du climat là-bas, etc. Et c'était une mine d'or d'écriture, de stylistique, d'immersion, etc. Et par exemple, à l'inverse, j'écris sur le dernier Irko et Amné, qui est complètement différent. Et là, c'était plus le côté production amené, et du coup, comment en fait la passerelle entre les musiques électroniques et le rap maintenant, à quel degré on en est, etc. Parler un peu de certains producteurs de musique électronique anglais, etc. Et d'essayer en fait d'amener le public rap à s'ouvrir à la musique électronique pour comprendre qu'en fait c'est peut-être pas si révolutionnaire que ça ce qui se passe, mais de l'autre côté ça a quand même un impact sur la production rap actuelle. Et donc en fait ça dépend vraiment de ce que j'écoute, de ce que j'ai envie de... Par exemple j'avais écrit un article sur Kershak, je pensais jamais faire ça, et en fait j'ai écouté l'article et directement il y a 4 points qui me sont parus et je me suis dit hop j'en fais un article, et dans la semaine l'article était fait. Enfin c'est vraiment impulsif en vrai de vrai. C'est en écoutant l'album, j'en dégage des points, et au lieu de me dire de les garder pour moi ou de les tweeter, je me dis vas-y, je vais les plus développer ça dans un article. Quoi. Moi les gars, j'aimerais bien qu'on sorte un petit peu du rap pour vous poser une question un peu plus deep, plus générale. C'est quoi justement votre rapport à l'écriture, mais vraiment de manière générale? Est-ce que vous l'utilisez pour autre chose que juste de manière professionnelle, écrire sur le rap? Peut-être de manière thérapeutique, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Nicolas, peut-être je commence par toi. Ouais, bah moi, quand je fais des romans, c'est uniquement parce que j'ai plein de trucs sombres en moi et qu'il faut que je les sorte. Et donc c'est soit en faisant du sport comme un taré, soit en étant relou avec tout le monde, ou soit en écrivant. Donc je me dis écrire c'est pas mal. Donc ouais, il y a énormément de choses que j'écris qui sortiront jamais et qui sortent pas. Et ouais, en fait, quand je suis triste et quand j'ai vraiment des moments compliqués, je me rends compte que, et c'est pas une bonne chose, c'est un peu un cliché de dire l'artiste maudit, etc. machin. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois un peu le truc, c'est-à-dire que j'arrive pas trop à écrire des romans quand je suis hyper enthousiaste et hyper content. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de faire, en tout cas. Mais du coup, tu utilises cette émotion, cette tristesse, mais quand même de manière professionnelle. Je veux dire, t'écris pas tes pensées, des choses comme ça. Non, parce que ce que j'adore, c'est raconter des histoires.
Okay. Moi, apparemment, depuis que je suis tout petit, bon, ça après, c'est un peu un truc de maman qui dit oui, la maîtresse, elle adorait les histoires quand t'étais petit. Donc, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment, j'aimais bien. Je voulais être mangaka quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai toujours eu envie de raconter des trucs. Je trouve ta carrière n'est pas finie. Bien. Là, je pense que c'est foutu. L'autre jour, j'ai réessayé de dessiner. Je me suis vite rendu compte que j'avais choisi une autre voie un peu meilleure pour moi. Mais ouais, après, tu vois, le roman qui est sorti, qui s'appelle Adèle, là, l'année dernière, jamais de la vie, j'ai pensé à le faire publier. C'est un truc, j'ai même pas envoyé de trucs à des éditeurs. C'est un éditeur qui est venu me voir, qui m'a dit est-ce que tu as des histoires? Je lui ai fait vas-y, regarde celle-là. Et ça a été publié. Et le truc, il m'a complètement échappé, en fait. Et mais ouais, non, c'est vraiment. Franchement, je pense que 80% des choses que j'écris, c'est juste pour moi, quoi. Moi, j'ai juste une question avant de répondre à la tienne. Vas-y. Parce qu'on est sur Adèle et moi, j'aimerais bien que Nicolas me parle un peu d'Adèle. Moi, j'ai lu le bouquin et j'avais adoré. Je savais pas trop à quelle histoire m'attendre, mais voilà, j'avais adoré. Ça m'a beaucoup touché ce que tu m'as envoyé comme message. Donc. Le retour que je t'avais fait, ouais. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que tu l'avais écrit en 3-4 mois. Même pas, je pense. Même pas. Et comment ça s'est passé? C'était une période horrible. On peut partir, Pierre. Alors là, ça va être le moment face cachée où tout le monde va être déprimé. Non, c'est juste, en fait, je venais de déménager à Montréal avec ma copine. Du coup, j'avais quitté ma grand-mère qui était déjà malade et tout, et je le vivais hyper mal. Enfin, ça faisait très longtemps que je le vivais mal, mais à ce moment-là, c'était encore pire. Et du coup, je me suis mis à écrire une histoire, et c'est sorti comme ça. Et franchement, je me souviens même plus de comment je l'ai écrit, quand je l'ai écrit, en combien de temps. Je dis 3-4 mois, mais je pense limite ça a duré 1 mois et demi, tu vois. Ouais. Et le truc est sorti comme ça, et j'en ai aucun souvenir. Quand tu as commencé à écrire, tu savais l'issue Non, pas du tout. C'est pour ça que tu vois, tout à l'heure, je parlais du fait que ton histoire, elle se crée toute seule. En fait, je savais pas du tout comment ça allait se finir, mais je voulais pas que ça se finisse bien, entre guillemets. Je pense que c'est pas trop dévoilé de la fin que de dire ça, parce que c'est une fin qui, je pense, qui est assez surprenante, donc voilà. Mais voilà, pour plein de raisons, je voulais pas que ça se finisse bien, mais je savais pas exactement comment je voulais finir. Et j'avais peur, tu vois, je me disais, comment est-ce que je vais finir cette histoire et tout. Faut que ce soit vraiment, ça rend hommage à ma grand-mère, mais aussi à son histoire, sa personnalité. Et quand j'ai trouvé l'idée, j'étais content, mais franchement, je savais pas du tout ce qui allait se passer, quoi. Ok. Du coup, attends, je suis en train d'essayer de... C'est vrai, t'as l'air toute bouleversée. Bah grave, parce que moi, quand j'avais lu le bouquin, en fait, il m'a vraiment retourné, tu vois. Ok. Ça me fait grave plaisir. Enfin, ça me fait pas plaisir que tu aies retourné, je suis pas en train de te... Je suis content que tu aies été triste. Je trouve que c'est toujours un beau compliment, même si l'émotion est négative, de savoir qu'on a procuré de l'émotion à quelqu'un. Même... 100%, t'as 100% raison. Je pense que c'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait. Que ce soit créer des podcasts, tu dis je vais apprendre des trucs à quelqu'un. Écrire des articles, je vais peut-être donner envie à quelqu'un de découvrir l'artiste. Et je pense de faire un livre, tu sais, c'est ouf en fait. Le livre, c'est ce qui est incroyable. Et moi, c'est pour ça que je pense qu'il y a peu de choses finalement qui peuvent remplacer ça. C'est que déjà, les gens, ils te font l'honneur de dépenser un peu d'argent pour acheter ce que tu as fait. Donc ça, c'est incroyable. Ensuite, ils te font l'honneur de prendre du temps sur leur journée. On est tous un peu... on a des vies qui sont parfois fatigantes, qui sont un peu stressantes et tout. Quand quelqu'un se pose, prend son temps, des fois, il te fait un retour. Je veux dire, c'est un honneur énorme. Donc si tu peux avoir un impact sur une seule personne comme ça, le faire passer un bon moment dans sa journée, c'est juste fou. Que ce soit un livre, un podcast, un article, tout ça, tu te dis, je donne à mon tout petit niveau peut-être une respiration à quelqu'un pendant un moment. Franchement, c'est un honneur. C'est ça que tu disais au début, quand tu disais que ton blog, même si je pouvais faire découvrir qu'à 1 ou 2 personnes, j'étais content. Moi, c'est toujours... là, ça va faire plus de 5 ans, je pense, maintenant que j'écris, fais des podcasts, etc. Mais je me dis toujours... donc, je regarde pas de visu sur les chiffres, mais je vois... on a des retours, etc., des messages. Et je me dis, même si j'ai que un message, ça va être la mission, elle est réussie. Ouais. C'est super bien de le voir comme ça. C'est même, ou si quelqu'un me dit, j'ai découvert tel artiste grâce à toi, que ce soit un partage de story ou via un article ou quoi, je me dis, mais en fait, c'est pour ça que je le fais. C'est que je m'en fous d'avoir 100 lecteurs sur un article. Ce que j'ai envie, c'est qu'après, savoir que sur les 100 lecteurs, il y en a un qui a daigné écouter, ou que ça a c'est peut-être devenu son artiste préféré ou je sais pas quoi, et que c'était via moi. Je trouve que c'est le plus beau truc du monde. Ouais, et puis si tu gardes ça, tu pourras jamais te tromper en fait, je pense. Ouais, c'est ça. Oh là là, c'était fixe. Pardon, c'est un peu chiant, désolé, mais pour de vrai, je pense que si tu gardes cette envie et en fait ce qui émane de la passion, tu feras toujours les choses de la bonne manière en fait. Si t'es pas guidé par autre chose que l'envie et surtout pas guidé par les chiffres, parce que maintenant on est quand même aussi dans une économie un peu de chiffres. Tu sais, il y a beaucoup de médias qui doivent faire des articles, qui doivent marcher, etc. Et c'est complètement compréhensible. Mais l'important c'est de toucher les gens à des niveaux divers, quoi.
Lorraine, du coup, je te retourne la question de tout à l'heure. Qui échappera pas. Oui, j'ai essayé d'y échapper, mais... Je sais que t'as matière à dire, parce qu'on en a déjà parlé via Instagram. Donc... Moi, l'écriture, c'est très thérapeutique pour moi, et du coup, j'écris beaucoup de choses. Alors, pareil, des choses qui ne sortiront jamais. Ouais. Mais j'écris beaucoup de choses. Déjà, rien que pour l'organisation. Tu vois, je suis tout le temps en train d'écrire, même au taf. Comme je suis dans l'événementiel, j'ai beaucoup de choses à penser. Je suis tout le temps en train de faire des schémas, des grands trucs. Enfin, sur mon bureau, il y a un ordi et 15 000 feuilles. Tu vois. Okay. Donc, c'est un peu le bazar, mais voilà. Mais après, oui, j'écris beaucoup dans la vie de tous les jours. Déjà parce que j'aime me raconter des histoires. Et du coup, je romance un peu mon quotidien. Okay. Voilà, des trucs peut-être un peu douloureux, des phases un peu compliquées. Souvent, je les romance beaucoup. Et tu les écris à la première personne ou plus ça dépend. À la troisième? Franchement, ça dépend. Est-ce que tu t'écris à toi, tu vois, ou est-ce que vraiment tu racontes une histoire comme si tu la racontais? Je peux m'écrire à moi et je peux aussi raconter une histoire. Okay. C'est vraiment deux exercices différents. Mais quand je m'écris à moi, souvent, c'est que ça coule de source et que là, il faut juste que j'écrive, tu vois. Et des fois, quand j'ai un peu plus de recul sur certaines situations, je prends le temps d'en faire une histoire. Tu vois. Ok. C'est drôle ce que tu dis parce que tu as parlé du coup de l'importance des mots que tu choisis et du coup de romancer un peu ta vie. Moi, c'est ça qu'en fait, qui m'excite de fou dans l'écriture, c'est de me dire là, il y a peut-être une situation qui est négative. Et en fait, au lieu de cogiter pendant 4 heures sur le chose ou d'en parler avec des gens, j'ai préféré le mettre par écrit. Et du coup, en cherchant stylistiquement quelque chose qui va me plaire, ben, je trouve que ça permet d'un peu de réduire la peine que ça peut avoir ou quoi, de se dire ah mais en fait avec cette bonne phrase là, etc. Et j'essaye aussi toujours d'être dans la neutralité. Ça veut dire que même si j'écris quelque chose de très sombre, de contrebalancer avec un mais ou un peut-être. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans l'écriture, c'est partir d'un constat. Par exemple, des fois je vois c'est le débat Twitter du moment. Je me dis, oui, mais pourquoi c'est le débat Twitter du moment? Et après, en fait, j'ai des pistes de réflexion et j'en fais un article. Et c'est pour ça que là, il y a un de mes derniers articles, justement, est né comme ça. C'est qu'il y avait ce débat je voyais les gens qui n'arrêtaient pas de critiquer SCH, Damso sur leur dernière sortie. Et qu'il n'y avait jamais de fondement derrière. C'est toujours un tweet en mode, Damso, c'est devenu trop nul, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi, en fait, maintenant, dès qu'il y a une proposition novatrice qui pop, on la met bien en avant, mais quand c'est des artistes un peu plus identifiés, c'est toujours décevant. Et en fait, j'ai fait un parallèle avec ça, avec le fait que les artistes ont plus d'argent, plus de moyens, et donc peuvent aller plus loin dans leur processus créatif, et qu'en fait, c'est une sorte de train. Il y en a qui descendent, il y en a qui montent. Et après, j'ai fait tout un article là-dessus, mais du coup assez neutre, en disant il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est pas parce que les artistes gagnent plus d'argent que leur musique devient nulle, en prenant des exemples et des contre-exemples. Enfin voilà, toute une méthodologie aussi, un peu de recherche, etc. Mais je trouve ça trop bien d'aller plus loin. Et du coup, je fais pareil aussi personnellement sur des choses qui sortiront bien évidemment jamais. Hein. Mais de me dire, ok, du coup, je sais pas, la rigueur de l'écriture me pousse quand même quand je parle de moi à essayer de voir le positif et le négatif. Alors que quand j'en parle ou quoi, je peux être vite bloqué dans un truc. Quoi. Ouais, mais même sans, tu vois, choisir minutieusement les mots, rien que le fait de le poser sur papier, ça te soulage. Peu importe ce à quoi tu es confronté, tu vois, si c'est juste quelque chose qui te prend la tête ou vraiment un vrai problème qu'il faut que tu résolves et tout. Mais juste le fait de le poser sur papier, moi j'ai compris ça il y a quelques années, mais j'ai eu du mal à l'accepter. Tu vois, j'étais dans une période un peu compliquée, vraiment un peu dure, tu vois. Et en fait, je savais qu'il y avait une situation qui me déplaisait, mais je voulais pas l'admettre. Et à partir du moment où je l'ai posé sur papier, vraiment que j'ai écrit, je me suis dit, en fait, je peux que me confronter au problème. Ouais, et des fois, ça te permet même d'avoir du recul. Moi, j'ai un souvenir d'enfance où je m'étais disputé avec mes parents et j'avais écrit tout ce que je leur reprochais en leur disant, ouais, je vais leur donner la lettre et tout. Je leur ai jamais donné la lettre parce que le lendemain, quand j'ai voulu le faire, j'ai relu le truc. Je dis, non, en fait, ça va mieux. En fait, ça va mieux. Ouais. Le fait de l'avoir ton sac, et après, du coup, je l'ai juste jeté à la poubelle, la feuille, ou je sais même plus ce que j'en ai fait. T'aurais dû la garder comme archive en vrai, parce que tu vois, même maintenant, tu vas aller voir et tu donnes. On aurait pu l'afficher juste ici. Elle est dispo en WeTransfer dans la bio. Non, mais du coup, ça va. Je sais pas, et c'est un truc du coup que j'ai refait plus tard. De me dire, bon, maintenant, moi, par contre, je suis pas comme toi, moi, j'ai pas le papier. Moi, maintenant, c'est mes notes, moi, mon ordi, mais. En fait, si sur ordi, je peux, tu vois, mais c'est vraiment quand tout est structuré dans ma tête. Mais sinon, l'écran, ça me pose un cadre que j'ai pas du tout envie d'avoir, tu vois, ça me limite, en fait, et j'arrive pas à développer mes idées. Et c'est ça qui est facile, parce que du coup, on se connaît depuis quand même quelques années maintenant, et du coup, j'ai vu un peu
toute l'évolution depuis que tu étais chez Clap jusqu'à maintenant l'épistolaire, etc. Donc je sais un peu comment tu travailles. Là, c'est un truc au début où quand je te voyais avec tes feuilles et tout, et que moi j'ai pas du tout ce truc-là, je te dis, moi les 3 quarts des trucs qui sortent, c'est des V1 écrites sur le WordPress. Vraiment, il y a pas de. Et je me suis dit, mais peut-être est-ce que je devrais peut-être plus préparer mes interviews, plus préparer mes trucs. Et puis après, je me suis dit, c'est une question de personnalité. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, moi je suis très visuelle et j'ai besoin de tout poser par écrit, sinon je peux me débrouiller, tu vois, mais c'est juste que j'aime bien poser par écrit et c'est plus clair pour moi. Ouais, c'est ça. Alors que moi, des fois, j'arrive ça m'est déjà même arrivé d'être obligé par la circonstance de faire une interview sans l'avoir préparée. Ouais. Très stressant sur le moment et les minutes passent très lentement, mais c'est bien passé. C'est un exercice. Oui, ça s'est bien passé. C'est un exercice cool aussi sur le moment, mais du coup, je me suis dit, des fois, j'arrive juste avec des mots-clés, des champs thématiques, et après, je discute juste. Et ça s'est toujours bien passé, mais du coup, quand je te voyais des fois préparer tes trucs, je me dis, oh là là, ça va être une catastrophe, ma future interview, quoi. Est-ce que je devrais faire ça ou pas? Et au final, je pense que c'est une question de personnalité, mais. Ouais, c'est totalement une question de personnalité, mais même par rapport à ce que tu prépares. Moi, je sais que les interviews, quand je les préparais, j'écrivais toujours autant, mais par contre, j'avais 3 mots-clés, tu vois. Et c'est tout. Mais c'est vrai que par contre, j'ai toujours eu ce processus-là où il fallait que je noircisse plein de trucs pour que après je sache où tirer, tu vois. Vraiment. Après avoir été un peu plus deep et d'avoir parlé beaucoup de processus et tout, on va parler un peu de questions un peu plus légères. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est quoi pour vous le meilleur livre justement sur la thématique du rap? Je commence. Vas-y, si tu veux. Moi, j'aime beaucoup le livre qui est... Alors, je sais même pas quand il est sorti, mais sur la trappe. Okay. Sur la trappe, il y a Raphaël Dacruz dedans notamment. Mais en fait, c'est un corpus un peu d'auteur, tu vois. Ouais. Et du coup, il retrace un peu l'histoire de la trappe. Je l'ai lu 2-3 fois ce bouquin et je l'ai adoré. Et j'y reviens très souvent. C'est sur Audimat, hein, c'est ça? Il me semble. Ouais. Nicolas, toi, ton livre préféré? Mon livre préféré, je te dis ça maintenant, mais dans 5 minutes, ça aurait été différent. Est-ce que c'est l'épistolaire ou pas? Évidemment que c'est l'épistolaire. C'est S'il vous plaît. un chef-d'œuvre. Non, mais l'épistolaire, c'est vraiment super bien. Et je te l'ai déjà dit aussi. Et c'est vraiment. Alors, juste pour revenir sur l'épistolaire, c'est trop cool parce que moi, justement, ce que je recherche aussi, c'est la personnalité de l'auteur, l'autrice qui écrit quelque chose. Et là, on ressent le truc. Et du coup, que tu sois fan de la musique de Green Montana ou pas, en fait, on s'en fout. C'est-à-dire que. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que ça peut parler à tout le monde. Et c'est pour moi, en ça aussi que c'est bien fait. Et au-delà de ça, c'est super bien écrit et tout. Donc, trop cool. Donc, l'épistolaire, c'est vraiment bien. Il faut aller l'acheter. Je ne sais pas si on peut encore l'acheter, mais non, en tout cas, il faut soutenir ce travail. Peut-être un volume 2. Et les volumes qui arriveront peut-être. Non, sinon, moi, j'ai lu récemment un livre sur Jay Dilla, qui est peut-être un des plus grands producteurs, peut-être le plus grand producteur de rap de tous les temps, voire de l'histoire de la musique, enfin bref, par un monsieur qui s'appelle Dan Charnas, qui avait déjà fait un autre bouquin incroyable sur le rap qui s'appelait The Big Payback. Et donc ce livre sur Jay Dilla, je pense que si quiconque veut écrire sur la musique et faire un travail de recherche, il devrait commencer par lire ce livre parce que c'est un chef-d'œuvre de A à Z et c'est le genre de livre qui, moi, en tant qu'auteur, me font me dire qu'il faut que j'arrête tout, quoi. mais blague à part, c'est vraiment super bien. Enfin, je sais même pas comment l'écrire tellement c'est bien. Donc ouais, j'ai dit là par Dan Charnas. Deuxième question plus légère. Est-ce que vous avez peut-être une petite anecdote concernant l'écriture de vos livres, que ce soit au niveau de l'édition, etc. Enfin, toi, tu as raconté qu'il y avait plusieurs livres que tu as voulu éditer mais qui, malheureusement... Ah ouais, Est-ce que tu as d'autres anecdotes? J'en ai 1 milliard, je pense. Je pense le plus de choses folles qui me sont arrivées dans ma vie de jeune journaliste, c'était quand j'ai fait un reportage de terrain à Campton. J'y suis allé tout seul avec un pote photographe qui habitait à Montréal avec moi à ce moment-là, et on s'est retrouvés à Campton, 2 blancs comme ça, qui avaient rien à foutre en ville. C'était vraiment n'importe quoi. Des fois, c'était... Enfin, j'ai vécu les moments les plus forts de ma vie là-bas, en tout cas professionnellement, et c'est vraiment à ce moment-là, en 2019-2020, je sais plus, que je me suis rendu compte de ce que je voulais vraiment faire, et moi, j'ai rencontré des gens incroyables. Je me rappelle le premier jour, je crois, évidemment, il a commencé à faire très nuit, et donc là, il faut qu'on rentre, quoi. Et du coup, on a eu des petits coups de pression, parce que c'est vrai que tu sors de ta voiture, tu vas jusqu'à ta voiture, bon, bah évidemment, t'es pas un local, ça se voit, t'as un sac à dos, etc., machin, donc... Et puis d'autres trucs où on s'est fait un peu suivre et tout, mais il n'y avait jamais vraiment rien de bien méchant. Vraiment à ce point-là? Non, franchement, je veux pas donner l'image d'un truc qui est dangereux, mais c'est juste qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont à Campton pour faire du tourisme un peu malsain et pour faire des choses qui sont encore pleines de clichés, etc. Alors que nous, on y allait vraiment pour, à notre petit niveau, changer un peu l'image de la ville, parce que la ville est...
Bon, ça reste dangereux, hein. Faut pas non plus croire que qu'il y a des papillons qui volent de partout et que tout le monde est gentil les uns avec les autres. Pour remettre un peu de contexte pour les auditeurs, Compton, c'est une ville en banlieue de Los Angeles d'où vient Kendrick Lamar, etc. Ouais, voilà, c'est un des berceaux du gangsta rap californien. Et c'est une zone qui a longtemps été rongée par les guerres de gang, et c'est encore le cas. Il y a eu un taux d'homicide qui a été parmi les plus hauts du pays à un moment, etc. Donc c'est quand même un endroit qui est dangereux, mais qui commence vraiment à se réinventer depuis plusieurs années. Donc vraiment, l'objectif, c'était de montrer ça. Mais voilà, vu qu'il y a plein de gens qui font n'importe quoi là-bas, les gens ils sont méfiants. Je me rappelle qu'il y a un gars qui nous disait que la veille qu'on l'avait rencontré, il nous avait vu traîner en ville et qu'il voulait nous virer, mais qu'on était avec les bonnes personnes, du coup il nous avait laissé tranquille et tout. Pareil, un mec qui arrive et qui veut pas me serrer la main et tout. Donc le mec il faisait 2 mètres, il était énorme. Je savais que c'était un ancien membre de gang et tout. Du coup t'es là, pourquoi tu veux pas me serrer la main? Je suis gentil et tout. Comme des petits coups de pression comme ça, mais qui font partie de la chose et qui sont normales en fait. Et du coup, pas d'anecdote liée à ça, quoi. Et toi aussi, Lorraine, t'as une anecdote à Compton ou pas? Bien sûr, la guerre des gangs, tout ça, c'est non, pas du tout. Non, moi, ça va être quelque chose de plus soft, beaucoup plus soft même. Mais du coup, pour rester dans un peu tout ce qui est édition, tout s'est très bien passé pendant la rédaction de l'épistolaire. À partir du moment où j'ai donné la maquette à l'imprimeur, ça a été beaucoup plus compliqué. J'avais 2 semaines pour récupérer les 100 premiers exemplaires, et notamment les 30 premiers qui m'intéressaient parce que c'était ceux que je devais amener à l'Olympia le 28 avril. Et donc j'amène la maquette. La dame réceptionne la maquette, me dit « Ah super, vous avez tout bien fait, tout est dans les normes et tout, trop bien, contente, je repars et tout, je me dis trop bien. » Elle me rappelle un quart d'heure après, elle me dit « En fait, l'imprimante, elle est en panne. » Du coup, j'ai dit « Ok, très bien, mais du coup, elle va être réparée bientôt et tout ça. » Et en fait, c'était l'impression du prototype. Donc on était vraiment loin des 100 exemplaires déjà. Et elle me dit « Oh, demain, ça devrait être bon et tout. » Je rappelle le lendemain, c'était un vendredi. Non, en fait, c'est pas bon. Et en fait, dans une imprimerie, quand t'as une imprimante qui ne fonctionne pas, tout le reste, c'est un peu le bazar parce qu'en fait, il y a plusieurs types de papier et tout ça. Donc je me dis « Ok, ça marche et tout. » Je vous rappelle début de semaine. Je rappelle début de semaine et tout était très timé. Donc moi, j'étais un peu en stress. Je me dis « Ok, on va voir comment ça va se passer. » Le lundi, elle me dit toujours pas. Et là, je me dis faut peut-être que je mette un coup de pression, même si c'est pas eux qui. Enfin voilà, je les paye quand même, tu vois. C'est un sacré budget aussi. Je me dis il faut que le service suive derrière. Ouais. Et du coup, elle me dit ok, pas de souci, on va faire au mieux. À 17h le jour même, je vais chercher le prototype. Du coup, première fois que je vois l'objet et que je l'ai entre les mains, je me dis wow. Donc c'est un peu d'émotion et tout ça. Je rentre chez moi et en fait, je vois que au niveau des bordures, on n'est pas bien. En fait, je me disais, on a un souci de maquette. Je pense qu'on a trop serré le texte par rapport à la page et tout ça. Donc, pendant toute la nuit avec Chloé, donc, qui est la personne avec qui j'ai travaillé pour la maquette, et la DA, on refait tout. Les 78 pages, on les remet en page et tout ça. Je ramène le lendemain la maquette. Je dis, voilà, on a modifié ça, parce qu'il y avait quelques petits soucis et tout. Elle me dit, ah bon? Je fais, oui. Du coup, je lui montre. Elle me dit, ah non, mais en fait, c'est qu'on a mal découpé le papier. Et du coup, je lui dis, mais attendez, vous êtes en train de me dire que là, on a travaillé toute la nuit pour, en fait, rien? Elle me dit, oui, il faut que vous refassiez la même chose. Donc là, je me dis, ok. Ah, t'avais pas gardé la version d'avant? Non. Enfin, en fait, non. Du coup, Chloé avait remodifié dessus, ce qui était logique. Remets pas le couteau dans la plaie. Oui, voilà. Et du coup, Chloé avait quelque chose de prévu ce soir-là. Du coup, j'ai dit, c'est pas grave et tout, pas de panique, on va s'arranger autrement. Elle est venue le lendemain matin à 6h30, je crois, juste avant qu'on commence nos journées, tu vois, pour faire toutes les modifs. Parce que moi, je pouvais pas les faire sur mon ordi parce que c'était elle qui avait les maquettes. Et quand je mettais les maquettes sur mon ordi, tout était flou. Enfin, bref, un truc, on pouvait pas faire l'une sans l'autre. Donc, on refait tout. Moi, entre midi et 2, je sors du taf, je vais à l'imprimerie, je repose la maquette et tout. Donc là, c'est bon. Ils impriment. Je vais le chercher le soir même. Et là, tout va bien. Donc là, l'exemplaire est parfait et tout. Je me dis, super. Je me dis, ça y est, on peut avancer. Eh ben non. Parce que du coup, elle me dit, et c'est pour quand déjà? Je dis, il me faudrait le 26 avril, donc mercredi 26 avril, grand maximum, il me faut 30 exemplaires. Je vous demande pas les 100 parce que peut-être que ça va être chaud, mais au moins 30. Et on était le vendredi de la semaine d'avant. Donc c'était le week-end, ils sont fermés le week-end. Elle me dit, ça va être compliqué. Deuxième coup de pression, je dis, écoutez, on avait dit une date depuis le début, donc là, il faut y aller quand même, tu vois. Et jusqu'au mercredi, j'étais tremblante. Je me disais, bon, à tout moment, on n'a pas les exemplaires. Et dans ce cas-là, c'est pas que tout tombe à l'eau, mais l'objectif premier, c'était quand même de le donner à Green à l'Olympia. Et pourquoi il t'en fallait 30 Parce que j'ai donné à toute l'équipe de Green le 28 avril. 30,
Et puis même le fait, tu vois, moi j'aime pas trop ce genre de situation où tu dois quand même mettre un coup de pression derrière. J'aime pas trop ça, mais bon, ça m'a quand même appris aussi avec diplomatie, tu vois, à expliquer que bon, quand même. Avec un couteau, mais avec diplomatie, Faut pas normal. dire ça, Nicolas. Mais et puis même dans ces cas-là, je trouve la période est horrible, mais après, du coup, ça décuple la satisfaction de voir l'objet. Tu te dis, bon, jusqu'au dernier moment, ça aurait été dur. C'est ça. Sinon, si tout se passe bien, des fois, c'est presque trop beau pour c'est être ça, vrai. Mais même jusqu'au jour de l'Olympia, j'étais en stress parce que je me disais, admettons, la SNCF, le train, parce que j'étais à Orléans à cette époque-là, donc il fallait que je fasse le trajet jusqu'à Paris. S'il y a un souci au niveau du train, c'est foutu. Si je suis pas là, attends, c'est foutu. Et en fait, c'est au moment où j'ai donné l'exemplaire à Green où là, je me suis dit, c'est bon. Tout se passe bien. Surtout qu'on n'avait pas fait d'annonce encore sur le fait qu'il allait être vendu. Donc, même s'il y avait un souci, on pouvait rectifier le tir. Bah écoute, merci pour cette belle anecdote. En fait, podcast, on essaye toujours de placer aussi des recommandations musicales. Est-ce que vous auriez un artiste à nous recommander ? Et je vous l'ai dit en début d'épisode, Lorraine, c'est la française la plus belge. Donc, à mon avis, elle va nous parler d'un artiste belge. Non, justement. Même pas. J'aurais pu, j'en ai plein en stock, mais Non. Est-ce que tu veux que je te parle d'un artiste belge ou pas ? Non, vas-y. Parce que je peux. Bakary, lequel ? Je peux en dire 2. Vas-y, dis. Ok. J'ai envie d'en dire 3. Non, je vais en dire 2. Je vais parler de Théodore. Théodore, qui est un rappeur belge, du coup, qui est de Bruxelles, qui a sorti un projet en avril de cette année. Je pars autant designer comme bandit dans Chicago. Souvent je rêvais d'ailleurs coucher le soleil dans ce lago. Non, c'est pas ma faute si les petits se prennent tous pour Tony. Depuis haut je shine, qui est un rappeur que j'aime beaucoup, qui a des touches très londoniennes, mais aussi très hispaniques dans sa musique. Il a un mélange, un cocktail qui est super et que j'aime beaucoup. Et sinon, le deuxième artiste dont je voulais parler déjà, c'est GR Omega, qui est un Toulousain, je crois, il vient de Toulouse, qui a sorti un projet cette semaine qui s'appelle Icar, qui est très très bon. C'est un très bon narrateur, il raconte de très belles histoires avec beaucoup d'émotions pour suivre le thème d'aujourd'hui. Voilà. En ce moment, mal le gars, j'ai pas trop la mentale. Des soucis à surmonter. M'en s'entend que sur l'instrumental, je passe pas du temps sur mon tel. Des épreuves dans ma tête. J'ai la dalle et soif d'idéal. Je me sens full sentimental. Oh là là, oh là là, oh là là, la vie en rose. Et Nicolas. moi, c'est toujours difficile pour moi de sortir des artistes comme ça. Le dernier que j'ai écouté, ce que j'ai pas encore écouté, est sorti de vendredi. Je suis vraiment en retard. J'ai écouté l'album que Double Zulu a sorti récemment. Et qui est vraiment trop bien. Et là, il est sur un run en 2023 où il a sorti 3 albums, je crois. Et c'est de mieux en mieux. Et là, sur le dernier album, c'est un gros kicker. Il a vraiment des très beaux textes et des très belles punchlines et tout, mais il brise un peu la carapace. Ouais, c'est toujours des petits easter eggs qu'on dit à dénicher là-dedans, donc c'est trop bien. Avant qu'on imagine nos vies finir sous les tropiques, obligé de faire triple-double comme Nikola Jokic. Ça paye pas l'été trop chaud et l'été très bon, pour ça qu'on est très young. Ce qu'on propose mérite un minimal salaire d'un très young. Automatique problème, la haine et moi comme des chopsticks, celle dans des matiques modèles. Pour ceux qui savent et qui captent le chant, 26 lettres mais on change. Et là, il brise un peu la carapace sur quelques morceaux, donc c'est vraiment super bien fait. Et sinon, je pense que le mec que j'ai le plus écouté ces 3 ou 4 dernières années, c'est un gars qui s'appelle Blast, qui est un BLXST. Ouais, un anglais. Un américain de Los Angeles. Ah, ok, je crois. Qui a un morceau sur le dernier Kendrick aussi. Non, mais ça fait depuis 2020, là, il a fait que des albums incroyables. C'est un mec qui chante, qui est aussi un producteur. Et j'ai écouté beaucoup de musique dans ma vie, mais j'ai rarement écouté un mec qui avait un aussi beau sens de la mélodie et de placer le bon mot et la bonne nuance au bon moment. You be tripping on the time we'll spend. I pull up and gotta slide once again. You signed up, said you ride to the end, yeah. But you don't wanna be alone. If it's something on your mind, let me in. Hey, you know, I be hoping that the vibe never ends. I just hope you know that I understand. That you don't wanna be alone. Et je suis obsédé par la musique de ce mec-là et c'est une vraie addiction. J'essaie de m'en défaire, mais j'y arrive pas. Pourquoi en vrai? Oui, non, il faut pas s'en défaire. Exactement, parce que des fois, t'as envie d'écouter autre chose quand même, mais t'es là, c'est quand même bien Blast. Je vais l'écouter dans la voiture. Ah, mais je peux l'écouter aussi quand je fais du sport, mais je peux l'écouter aussi quand j'ai envie de réfléchir. En fait, je peux l'écouter tout le temps, donc j'essaye de me désintoxiquer. Pierre, est-ce que tu as aussi une recommandation? Moi, c'est pas très éloigné d'ici, c'est du côté de Lille. C'est le projet de The Quin,
du coup, qui s'inscrit dans toute la vague du nord de la France du moment, qui ramène un peu les sonorités de la trappe de Memphis, qui les remettent un peu au goût du jour, même si elles n'ont jamais trop disparu. Mais il se passe un truc à Lille, on ne sait pas trop pourquoi, mais du coup, tout ce qui est Gapman, Dafliki, The Quin, etc. Voilà. Et The Quin, je trouve, il a un truc. En fait, ils ont chacun leur manière de faire qui est très complémentaire et très intéressante. Et donc, moi, ce que j'aime bien chez The Quin, c'est sa manière de pouvoir pousser des mélodies, ou même il a un son un peu plus dancehall, qui est pas trop ce que j'écoute de base. Et en fait, il a réussi à me choper dans les chants thématiques, dans les trucs, etc. Même en termes d'énergie, je l'ai vu sur scène. En fait, je me suis pris la claque sur scène. Okay. Et après, depuis, j'écoute que ça. Psartek, si t'as 40 points qu'offrir au nom Psartek, ta bitch allez un se refaire au nom Psartek. Si ta life est parfaite, j'suis pas une tête dans ma ville, mais j'peux trouver ton Nike Tech. J't'ai dit Psartek. Les gens connaissent pas ma vie, faut qu'on habille les gens. Psartek. Les gens connaissent pas ma vie, faut qu'on habille les gens. Et tu m'as pas demandé pour les ouvrages rap. Mais du coup, désolé. Non, t'inquiète. Mais c'est juste, j'ai des petites recos, mais du coup, j'en ai parlé moi du coup plusieurs fois pendant l'épisode. Le livre de Nicolas sur Kendrick, j'ai beaucoup aimé. Le livre de Manuquet sur la mafia Quinfri. Mais du coup, je voulais juste parler plus d'articles, du coup, de rédacteurs que j'aime bien. Et du coup, je voulais parler de tout le taf de Nicolas Pellionge sur Pure Baking Soda, où en fait, c'est hyper immersif. Hyper référencé, et c'est quelque chose en fait qui est je pense qu'il faut être un peu un nerd sur les bords pour lire et vraiment apprécier, mais en tout cas c'est trop bien, et c'est sur le rap américain en plus, donc moi qui suis un peu plus novice là-dedans, c'est plein de bonnes références. Celui sur Eric's Nephew par exemple, je pense m'a vraiment beaucoup plu, et un peu dans le même style tout le travail qui se fait sur Gazer, particulièrement le travail d'un rédacteur qui s'appelle Victor, qui se rapproche un peu de ce que peut faire Nicolas Pellion, et qui est très, très documenté sur toute la scène américaine, un peu plus underground, et aussi sur des trucs un peu qui sortent du rap. Par exemple, le dernier article en question, c'était sur le magnifique projet de Youssef Days, et voilà. C'est des gens que j'aime beaucoup lire et qui poussent un peu plus, justement, j'en parlais, mais mon processus créatif en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ce qui se fait du côté de chez Gazer et Pure Baking Soda. Bah écoute, merci Pierre. Moi aussi j'ai une recommandation musicale. Toi tu vas peut-être kiffer vu que c'est un artiste belge. C'est Le Mike. Je sais pas si tu connais Lorraine. Non, pas du tout. Tu vas me faire découvrir, tu vois. Tu connais Pierre Le Mike? Mais je me suis pas encore trop penché sur ce qu'il faisait. Bah, c'est grâce au podcast qu'on a fait avec La Mielerie qui m'ont recommandé d'écouter Le Mike, même de l'inviter. Donc très bien La Mielerie d'ailleurs. Ouais. Vraiment très très bien. Ils sont très très chauds, et justement c'est eux qui produisent. Enfin je crois que c'est plus Siméon qui produit tout ce qui se fait de justement Le Mike, et Le Mike il est très chaud. C'est un artiste belgo-argentin je crois, qui est de Bruxelles, et enfin vraiment à l'écouter. Le Mike comme L-E-M-I-C. L-O-M-A-I-K. Ici on veut toi là, on aime que quoi là, ce vite il fait là, je sais qu'elle aime mal là, on m'a dit que je suis le meilleur, et de quoi il se mêle, charbon pour des jours meilleurs, photo meilleur que la veille, je ressemble à papa quand ça fait tata, tu vois pas venir le coup, non pas de tracas tant qu'on a plata, j'ai ma boue et de secours. J'ai jamais douté de nous. Je voulais du Prada sans pouvoir d'achat. On a dû chasser les sous. Avant de terminer, de vous laisser, on aime bien aussi savoir qui est-ce que vous aimeriez qu'on reçoive dans l'émission. Donc, si vous avez peut-être un petit Lorraine, nom... c'est ton moment, tu sais ce que... Oui, je sais, je crois savoir. Je crois savoir. Vas-y. Moi, je pense qu'un petit Mehdi Maizi, ce serait pas de refus. Ah ouais, quand même, ça sort les grands noms. Les grands noms. Ok, écoute... Nifa. Ce serait magnifique. Ouais. Les deux, et ce serait après, magnifique. on arrête le podcast. Moi, je l'ai dit, si on les a un jour, c'est le dernier épisode, et après, on prend notre retraite. Ah ouais, donc nous, on s'en fout, c'est ça? Non, je rigole. Non, mais ça serait franchement, trop cool. déjà, quand je vois moi l'évolution par rapport à notre première saison, aux invités ici qu'on reçoit, et puis le fait que déjà vous soyez français et que vous veniez ici, nous, avec plaisir. c'est incroyable. Vous pourrez mettre ça sur votre palmarès, vous serez les premiers invités Exactement. hors belge du podcast. T'es sûr de ça, de cette info? Je réfléchis, mais... En tout cas, qui sont pas résidents sur Bruxelles. Après, on a peut-être eu des personnes qui habitent sur Bruxelles, mais qui sont pas belges de base. Mais non, mais déjà, on l'a pas assez dit en introduction, mais merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, d'avoir pris de votre temps et de votre week-end pour venir de 1 jusque Bruxelles, et en plus pour venir passer presque une bonne heure et demie à parler avec nous. Peut-être aussi le plus long de l'épisode. On verra après montage. Après, il y aura peut-être des palmarès. C'est ça, on a battu tous les records aujourd'hui. Donc voilà, un tout grand merci.
Et un grand n'hésitez merci pas du coup à voir le travail de Lorraine sur son blog. Sur mon site, sur son mon Insta Instagram. Sur son Insta, parce que l'épistolaire n'est plus disponible à l'achat. Mais ça veut dire que ça a bien marché, donc tant mieux. Et Nicolas, du coup, le livre Adèle et tous les autres aussi. Sur VO, j'écris pour YouTube et tout. Voilà. Voilà, encore une fois, merci à vous. Merci aussi à toi, Pierre. Nous, on se retrouve d'ailleurs dans 2 semaines, nous deux, pour justement parler d'un sujet particulier. D'ici là, lisez les écrits de Lorraine et de Nicolas, justement. Et surtout, portez-vous bien. Et les miens aussi. Ouais, les tiens aussi. À la prochaine, ciao, ciao. Salut. Salut, merci.